Bonjour, pour cet épisode, j'ai reçu Jérôme Bédard qui occupe plusieurs rôles chez Humaneo. Donc, il est entre autres scientifique des données, développeur en IA, puis chargé de projet chez Humaneo. On a beaucoup parlé de son parcours, puis beaucoup de sa vision finalement sur le professionnel, puis aussi des fois les difficultés entre l'académique et l'académique et le privé, là, si on veut, là, le monde concret. Ça a vraiment été très intéressant, des belles discussions tournent autour de ça. Il y a vraiment un parcours que touché beaucoup à quand même à différentes notions. Donc, là, entre autres, tu as fait un baccalauréat en mathématiques, en économie, tu as fait une maîtrise aussi là-dedans. Puis à travers ça, finalement, il a fait beaucoup d'analytique de données. Il m'a demandé aussi de reparler là, finalement pour Borealis, là, à ne pas confondre avec Borealis RBC. C'est Borealis vraiment tout court, qui est une entreprise finalement là, pour les stakeholders. Donc, comme je disais, beaucoup de questions intéressantes qui ont été répondues, beaucoup de sujets qu'on a abordés au niveau vraiment de chargé de projet, entre autres, des compétences qui sont nécessaires pour ça, comment il voit son travail à travers ça. Vraiment, vraiment intéressant. Puis, sinon, je remercie mes commanditaires, donc, qui sont Dotlayer, le SPLA, l'Allier et l'Agile qui me supportent dans mes activités là, pour le podcast. Si vous avez des recommandations des gens que je devrais inviter, tout ça, on a des beaux épisodes qui s'en viennent, une belle surprise qui s'en vient d'ailleurs là, pour janvier, un invité là, vraiment que j'ai réussi à avoir qui est beaucoup plus de renom finalement. Je vous en parle pas plus, mais ça va être une surprise qui s'en vient. Puis si vous avez d'autres invités, des gens que vous connaissez, vous pensez que ce serait intéressant que je reçoive ici, moi ça me fait plaisir de recevoir, de regarder ça avec vous. Puis sinon, je vous souhaite une bonne écoute. On va commencer ça tranquillement. Commençons par parler un peu. Là, tu me parles un peu de ton parcours quand on s'est vu la première fois, puis un petit peu dans ta bio aussi. Fait que tu as fait des maths, l'économie. Ouais. Ben, je sais pas c'est quoi ta clientèle cible dans ton émission, mais j'ai un parcours un peu atypique. J'ai pas un parcours académique suivi d'un parcours professionnel. Tu sais, c'est on and off. Là. J'ai fait des études, travail, études, travail, études, travail. Pourquoi tu retournais, mettons, souvent aux études puis au travail? Tu souhaites même, y a-tu quelque chose qui te satisfaisait pas dans les deux modèles au moment où tu étais là? Parce que je suis le genre de gars dans la vie qui veut tout faire, puis c'est ça. Je m'éparpille partout. Je veux faire ça. Mais j'aimerais ça aussi faire ça. Ok. Bon, là, je m'éparpille, puis des fois, ça donne ça. Là. Donc, pour revenir un peu à mon parcours, j'ai fait un bac en mathématiques. J'ai entamé un certificat en informatique parce que juste un bac en mathématiques tout seul, c'est dur de se trouver des débouchés, à moins de vouloir être prof de maths, ce qui m'intéressait pas tant. J'ai fait du tutorat en mathématiques, one-on-one, avec des étudiants secondaires, cégep, université. En one-on-one, ça va bien. Me retrouver devant une classe, à toujours faire les mêmes plans de cours de session en session. Je me voyais pas faire une carrière de prof, à toujours répéter les mêmes plans de cours. Donc voilà, je suis allé faire un certificat en informatique. En plein milieu de mon certificat en informatique, je me décroche un job au gouvernement comme administrateur de base de données à l'ISQ, à l'Institut de la statistique de Québec. C'est spécial que tu n'étais pas un gros background informatique, mais tu as réussi à te pogner quand même un job qui est assez technique. Là. C'était pas tant technique, j'étais plus analyse de données. Moi, je construisais l'architecture des données. Okay. Il y avait des techs qui construisaient qui codaient en tant que tel, là, qui faisaient le code en arrière. Tout le long que j'étais à l'ISQ, j'ai pas écrit une ligne de code. J'ai juste fait de l'architecture, je faisais du Excel, puis c'est ça, je faisais du Excel, puis je faisais du HTML un peu aussi, là, mais je faisais pas de code à proprement parler. Il y avait des techniciens pour faire ça. Je faisais juste monter l'architecture des données. Donc, c'était pas mal. Puis ensuite de ça, avec c'était le gouvernement Couillard à l'époque. Là, il y a eu des coupures drastiques à l'ISQ notamment. Il y a eu pas mal de coupures. Il y a énormément de monde qui ont perdu leur job. Puis moi, étant donné mon ancienneté, j'ai perdu ma job. Puis même que le département dans lequel je travaillais a failli fermer complètement. Ouais, c'était sérieux. Là. Donc, j'ai perdu ma job. Je suis retourné aux études en économie. Bac ou bac en économie et mathématiques. Okay. Ensuite de ça, je suis rentré en maîtrise en économie parce que je me suis comme découvert une passion entre-temps pour l'économie. Puis je voulais travailler comme analyste économique, soit dans des banques ou pour le gouvernement. C'est à peu près les deux seuls débouchés que tu as quand tu fais de l'économie pure. Là. Banque, gouvernement. C'est pas mal ça. C'est ça. Puis encore entre-temps, pendant que je faisais ma maîtrise en économie, encore une autre surprise, je cherchais toujours encore une fois des jobs par-ci par-là. Je me tenais à jour sur le marché de l'emploi, sur qu'est-ce qu'il y avait sur le marché de l'emploi. J'ai décroché un job pour Borealis, qui font du stakeholding engagement. OK. Ils gèrent de la donnée de stakeholders, finalement, là, pour des entreprises privées. C'est-à-dire des grosses entreprises qui gèrent beaucoup de données, qui font affaire avec à la fois des clients, des partenaires d'affaires, des gouvernements, des groupes d'activistes et tout. Là. C'est des entreprises qui sont engagées dans plusieurs secteurs, dans plusieurs pays dans le monde, mettons, puis qui ont besoin d'un système très efficace pour gérer la donnée, pour l'interaction avec les communautés, gouvernements, etc. Puis nous autres... un peu du data science, mettons, si on veut. Oui. Ben, il y a un département qui est ouvert de data science pour Borealis. Là. Nous autres, notre
job à moi et aux autres data scientists, c'était de faciliter la saisie, l'extraction de données, la sommarisation de données, le parsing des données. C'était d'être capable de créer des outils pour rendre beaucoup plus efficace l'analyse des données, là, pour faire un peu de BI au travers là, du business intelligence. Là. Parce que les clients étaient noyés dans les données, puis ils ne savaient pas quoi faire avec. Tu sais. Donc c'est ça. C'était pas mal du NLP ou c'était vraiment des nombres? C'était pas mal du NLP, oui. OK. C'était pas mal juste du NLP. Donc, il y a plusieurs méthodes qu'on a implémentées. Là. Recherche par mots-clés. On a travaillé sur des modèles plus poussés comme BERT, Elmo, etc. OK, ils sont quand même vraiment avancés. Là. OK. Oui, on était avancés. Malheureusement, là, j'en dirai pas trop, mais pour X raisons, le département de data science chez Borealis a fermé. Ils se sont rendus compte que les produits n'avaient pas assez de valeur, puis il n'y avait pas la demande client. La demande client n'était pas là. OK. Mais je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais en gros, la raison principale, c'est ça. Là, c'est qu'il n'y avait pas assez de demande client. T'sais, on avait l'offre, mais la demande n'était pas là. Donc, ils ont décidé de tirer la plug puis d'arrêter le développement. Ce qui est raisonnable comme... Oui, mais j'ai quand même développé plusieurs trucs qui se sont rendus en production. OK. Donc, j'ai quand même ajouté de la valeur. Pas juste moi, là, je parle de moi. Parce que tu m'interviews moi, là, mais l'équipe de Data Science à Borealis... Moi, à travers mes projets que j'ai faits. C'est ça. Donc ensuite, là, je suis passé brièvement, ensuite de ça, je suis jamais retourné à l'université pour finir ma maîtrise en économie. Elle est encore pas finie à ce jour. J'ai fini tous mes cours, mais j'ai pas encore fait mon mémoire. Ensuite de ça, j'ai décroché une job chez Syntel, encore une fois pour faire du BI avec de la donnée surtout de ressources humaines. Pour faire des modèles prédictifs. Syntel, ils font du BI, ils font de la consultation et ils font aussi un logiciel qui s'appelle Syntel Capital Humain. Ça, c'est là-dedans que j'ai travaillé. Syntel Capital Humain, ça gère des données de ressources humaines. Ça sort des indicateurs dans un dashboard intelligent. Là. OK. C'est ça, ils produisent un dashboard pour sortir des indicateurs de ressources humaines, leur taux de roulement d'employés, les mouvements d'employés d'un niveau hiérarchique à l'autre, les embauches, les départs. Donc, ils vendent un espèce de dashboard intelligent pour gérer toute la donnée de ressources humaines. OK, c'est très cool. Puis, oui, j'ai travaillé là-dedans brièvement jusqu'à temps de rencontrer Jean Morissette, qui est le boss de Humaneo, qui a su très bien me vendre... j'importe le Humaneo? Oui, qui a su très bien me vendre Humaneo. J'ai tout de suite accroché sur le projet. C'est assez... Puis qu'est-ce qu'il est venu te chercher, mettons, pour switcher de même? C'est-tu tes valeurs ou... Ah, c'est le business case qui m'intéressait. L'aspect startup aussi. C'est une startup en plein essor, en plein développement, Humaneo. On est 10 employés plus 4 consultants, si je ne me trompe pas, ouais. Puis c'est l'aspect startup qui m'intéressait vraiment. J'ai travaillé au gouvernement dans un gros département. J'ai moyen aimé ça. C'est pas la job en tant que telle, mais plus la structure hiérarchique, puis le fait que tu es juste un pion. Ouais, c'est ça. Puis d'avoir des sas hiérarchiques qui ont plus de fin. Puis tu veux avoir quelque chose, il faut que tu m'en aies à 4 niveaux. Ben, c'est ça. Ça redescend un mois plus tard. Là. Ouais, c'est ça. Tu as des idées, mais les idées ne se rendent jamais nulle part parce que ça se perd dans de la bureaucratie, puis il y a des leviers de bouclier. Puis dès qu'il y a un point où ça plante, ben là, tout le projet arrête. Puis bon. Pour ces raisons-là, j'ai moins aimé ça. Chez Syntel, j'aimais ça. Par contre, ce qui m'attirait chez Humaneo, c'est vraiment, là, tout était à faire. C'était un terrain vague. Là. C'était un terrain pas du tout défriché. Là, puis là, il fallait tout faire. Là, puis, c'est un peu l'image finalement de la start-up. Là, ouais. Tu veux essayer ça? Essaye-le, on va voir. Mais tu justifies ton raison qu'on y va. Mais vas-y, on essaye. C'était vraiment Humaneo. Il y a ça à faire. Es-tu capable de nous aider? Oui. Puis, vas-y, amuse-toi là-dedans. Puis, il n'y avait pas... Il n'y avait pas un job en particulier, j'avais pas un mandat précis, genre fais ceci, cela. Chez Humaneo, son approche, c'est, nous, ce qu'on vend, c'est du matching d'appels d'offres. On veut matcher des appels d'offres avec des business cases. Donc, c'est du NLP essentiellement. Du texte d'appel d'offres avec un business case d'entreprise. Puis, on essaie de spotter les meilleurs appels d'offres. Essentiellement. Pour l'instant, on se concentre sur les appels d'offres gouvernementales parce que c'est là où il y a le plus d'argent à faire, entre guillemets. OK. C'est là. Plus les efforts pour. Ouais, c'est ça. C'est un plus-value tout de suite. Oui, c'est ça, exactement. Là. C'est les appels d'offres gouvernementaux, c'est là où il y a le plus d'argent qui se brasse, là, entre guillemets. C'est là où il y a la masse d'argent la plus grosse. Là. Ouais, on se concentre là-dessus. Justement, tu sais combien il y a des compagnies qui raflaient là, une fois. Là. Ben oui. Il y en a que c'est impressionnant la quantité d'argent là, qui rentre d'appels d'offres. Là. Ben oui. Puis c'est juste plate parce que c'est très concentré entre 6-7 acteurs en affaire de même. Là, puis t'as toutes les petites PME qui sont pas capables d'aller chercher ça. Non, c'est ça. C'est un peu ça que ça va ouvrir. Ça demande tellement de job de répondre à un appel d'offres. Là. À partir du moment... Mais c'est long parce que des appels d'offres, des fois, c'est 200, 300, 400 pages. Puis dans des appels d'offres compliqués, là, par exemple,
fabriquer des avions pour l'armée, là, ça peut être des dizaines de milliers de pages, les appels d'offres. Très technique, puis c'est sécurité. extrêmement technique. Il y a des enjeux de sécurité, de confidentialité, ceci, cela. De sécurité, de sécurité physique aussi, genre des personnes dans les avions. Là, oui, aussi. Oui, exactement. Puis il y a un paquet de certifications à avoir. Puis c'est compliqué. Puis il y a des compagnies qui font juste abandonner ces appels d'offres-là. Même s'ils savent qu'il y a une chance de l'avoir, ils abandonnent parce que ça vaut pas la peine d'investir tous les efforts, le temps, puis d'engager du monde juste pour lire les appels d'offres, y répondre, les décortiquer. Puis il y a quand même un risque de perdre de l'argent aussi. Ben, c'est ça. Si tu l'as pas le contrat, tu as fait ce travail-là pour rien. Là, ça va à la poubelle, puis c'est fini. Là. Parce que c'est pas genre j'arrive au prochain, puis je peux reprendre ça, puis le proposer. Non, c'est un autre appel d'offres avec d'autres conditions. Là, ben, des fois, il y a des choses qui se répètent, mais au début, il y a comme un coût fixe là, de rentrer dans le marché des appels d'offres. C'est beaucoup d'investissement au début pour beaucoup de risques, tu sais. Jusqu'à temps que tu décroches ton premier contrat puis que ça commence à être rentable de jouer dans les gros appels d'offres. Ça peut prendre du temps. Il faut déjà que tu aies un gros fonds de roulement pour absorber ce coût fixe-là. Ce qui n'est pas toujours présent sur une petite PME qui sont genre 4 électriciens, puis ci, puis ça, puis ils voudraient faire un appel d'offres. Exactement. J'ai pas l'argent pour faire ça, là, mais je pourrais faire la job, il n'y a pas de problème. Oui, exactement. Ben, même des grosses compagnies, des fois, ils en abandonnent des appels d'offres. Je sais que Jean, il vient de chez TELUS. Là. Des fois, TELUS, des fois, il y a des appels d'offres qui choisissaient volontairement de ne pas y répondre parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils se concentraient sur les appels d'offres qui avaient le plus de chances de gagner puis qui avaient un quick win immédiat. Là. Mettons que dans une liste de 8 appels d'offres potentiels, ils prenaient les 6 premières. Puis même si les 2 dernières, ils savaient qu'il y avait des grosses chances de l'avoir, ils n'avaient pas le temps présentement de respecter les échéances puis de remplir les documents à temps. Fait que même des grosses compagnies, des fois, ils sont obligés d'en laisser passer puisqu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Ouais. C'est quand même un peu dommage parce que finalement, le concept d'appel d'offres, c'est quand même d'essayer d'avoir comme tout le monde peut soumissionner. C'est censé. On peut savoir le meilleur prix ou le meilleur soumissionnaire, là, finalement. C'est ça le concept. Puis c'est peut-être pas atteint à cause de ce genre de barrière-là, finalement. Oui. Mais le but, c'est de démocratiser le marché des contrats gouvernementaux. C'est ça le but. Mais il n'est pas vraiment démocratisé parce qu'il y a une grosse barrière à l'entrée qui est le coût fixe d'analyser des appels d'offres. Humaneo, ça répond à cette demande-là. Ça casse la barrière à l'entrée. Mais c'est ça notre ambition, là, c'est de casser la barrière à l'entrée, de démocratiser le marché des appels d'offres publics, de faire en sorte que le coût soit minimal, là, puis de créer rapidement une mémoire d'entreprise pour que tu ne perdes pas le travail que tu jettes aux poubelles parce que tu n'as pas le contrat. Nous, on peut s'en servir, pareil, du travail que tu as fait, l'extraction de données, l'extraction de requis. Le fait de savoir que tu as répondu à tel appel d'offres, on garde ça dans la mémoire d'entreprise, on garde ça dans notre système, puis c'est de l'info de plus qui fait de nos modèles d'intelligence artificielle par après. T'sais. Plus tu constitues une mémoire d'entreprise, plus c'est facile pour nos modèles d'apprendre après ça c'est quoi ton business case, puis de te recommander de manière automatique des appels d'offres. Fait que c'est pas du travail perdu. C'est pas du travail que tu jettes aux poubelles. T'sais. Ouais, je comprends. Puis vous, c'est vraiment juste le processus de pouvoir sélectionner, puis de faire un genre de résumé, là, finalement agglomérer l'information importante ensemble qui correspond à tes choix. Ben, il y a plusieurs. Là, si je veux détailler notre offre de produit, on a premièrement l'annotateur qui permet dans un document d'appel d'offres, d'annoter les passages importants. Ça, déjà, ça aide à filer nos modèles. Qu'est-ce que vous avez pris comme modèle? Mettons, large. Ben, je veux pas. Ouais, c'est ça. Je veux pas vendre. C'est parce qu'on a une source secrète là-dedans. En pensant à ça, genre, je me suis dit, ouais, c'est ça. Mais tu sais, finalement, c'est un modèle. En tout cas, laisse faire. T'as raison. J'ai pas posé. Ben, ceux qui connaissent le NLP vont un peu savoir. C'est ça, il n'y a rien de magique, là. Je veux dire, c'est extraire d'informations. Ouais, c'est un modèle d'extraction, là, des informations. Là, Bon, regarde, non, c'est pas. ceux qui connaissent le NLP vont savoir. Je pourrais le dire, mais tu sais, mon boss serait pas content que. Non, t'as fait raison, j'ai mal posé ma question. Je m'excuse. C'est correct. Mais genre, c'était juste par curiosité, moi, scientifique, mais genre, oui, t'as fait raison sur le. En le disant, j'ai fait non, c'est pas une bonne question, ça là. Mais bon, on n'a pas réinventé la roue non plus, là, tu sais. Ceux qui connaissent le NLP vont savoir ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est facile de guesser ce qu'on fait, là. C'est pas. On réinvente pas la roue. On est state of the art, mais tu sais, on n'est pas au-dessus du state of the art. Mais ça vaut pas la peine non plus, nécessairement. Non. State of the art. Ben, on travaille en ingénieur aussi. Là. Moi, je suis un ingénieur, je suis pas un chercheur. Je vais pas passer 3 ans à explorer une solution qui finalement va finir au rencard parce que ça bat pas les modèles. J'ai pas le temps de faire ça en tant qu'ingénieur, tu sais. Définitivement. Quand tu fais un doc. Bloc à changer, là, tu sais. Ben, c'est ça. Tu sais, quand tu fais un doc en intelligence artificielle, OK, tu peux t'éparpiller pendant 3 ans pour explorer toutes les solutions que tu veux, même si ça donne rien au final. Tu vas produire ton papier, tu vas dire j'ai essayé ça n'a pas marché pour telle raison. Pour une entreprise, c'est plus difficile, mettons. C'est plus difficile à justifier ça à mon boss. Tu me laisses 3 ans pour tester un nouveau modèle, ça se peut qu'il dise regarde, là, on va prendre ce qui marche déjà,
on va l'implémenter, ça va être assez. Là. Mais ce qui est correct, parce que finalement, un des problèmes beaucoup soulevés présentement, c'est le transfert de la connaissance. Tu sais, au Canada, c'est j'ai oublié son nom. Vincent. J'ai oublié son nom de famille, mais en tout cas, que j'ai eu une présentation d'un. Vincent Boucher? Non, pas Vincent Boucher, un avocat de chez Robic. Ça me fait chier, j'ai oublié son nom de famille. Qui est venu cette semaine. Ou la semaine passée, en tout cas, dans la dernière semaine, parler justement, puis une des critiques qu'il y a beaucoup, genre de son point de vue d'avocat, parce que lui, c'est plus au niveau des patents, j'ai oublié le nom en français. Patent. Non, en tout cas, patent, puis les droits d'auteur, ouais. tout ça. Que moi, je vois de quoi tu parles. Il génère le plus de. Une des places au Canada qui génère le plus de recherche en intelligence artificielle. Ouais. Mais l'application, on est dans le top, genre dans le below, là. Genre top below, là. Ouais, j'ai vu aussi des chiffres comme ça. Le transfert, finalement, qui est genre vraiment important, puis c'est ce que vous faites, tu sais, finalement, il y a de la connaissance qui a été générée, puis vous l'appliquez, c'est ça, le transfert, c'est parfait, genre. Mais c'est ce pont-là qui est vraiment difficile à faire présentement. Extrêmement difficile à faire. Puis qui est pas du moins, à Québec, de ma connaissance de Québec, Montréal, c'est peut-être un autre scénario, là, je connais pas beaucoup. Ben, tu sais, je le connais de façon macro, mais à Québec, il y a quand même un grave problème de ça. Que, genre, pas juste à Québec. Pas juste à Montréal aussi, là, mais je suis pas assez. En Amérique du Nord, en général. Oui. C'est parce que c'est récent. Parlons du monde du data science, plus spécifiquement du monde de l'intelligence artificielle. C'est récent, puis il y a un énorme fossé entre le monde de la recherche puis le monde de la production. Puis il y a un article qui est sorti récemment. C'est-tu dans Forbes? Ah, je sais plus. Vous avez juste à taper sur Google Why 87% of data science project never end up in production. Quelque chose comme ça. Là. Ouais. Data science project don't end up in production. Vous chercherez ça sur Google. Aussi que... Ah oui, non, je me rappelle avoir lu ça. Oui, je me rappelle avoir lu cet article-là. Oui, exactement. Je mélange avec un autre livre. Oui. Mais en gros, le constat, c'est quand vient le temps de faire des preuves de concept pour démontrer qu'un modèle produit des bons résultats en laboratoire, dans un environnement vanille, avec un beau dataset bien structuré et tout. Ça donne toujours des bons résultats. Quand vient le temps de l'implémenter en production, ça casse toujours un... Il y a toujours quelque chose qui marche pas. Puis les statistiques en Amérique du Nord, c'est que 87% des projets se rendent jamais en production. C'est énorme, ça n'a aucun sens. Puis il y a plusieurs choses, selon moi, à blâmer là-dedans. Moi, j'ai connu un peu le monde académique, le monde de la recherche et le monde professionnel. Je ne suis pas quelqu'un qui reste dans le milieu universitaire. Comme tu peux voir, je me suis promené du milieu scolaire au milieu professionnel. Puis il y a certaines choses qu'un chercheur pur qui passe sa vie dans une université ne pourra pas comprendre. Puis il y a aussi quelque chose que celui qui passe toute sa vie en entreprise, qui a fait, mettons, un MBA... Il a fait un MBA qui s'en va travailler dans une entreprise en particulier ou qui est juste dans le monde des affaires puis qui n'a pas connu le monde du data science académique. On dirait que ce monde-là ne sont pas capables de se comprendre. Le chercheur pur puis le gars de business pur, on dirait qu'ils sont pas capables de se comprendre. Puis le gars de business, il dit je vais engager un data scientist, je vais garocher de l'argent. Tu veux combien pour développer tes modèles? Je te donne tout ce que tu veux. Ça marche pas de même. Il ne s'agit pas juste de dropper du cash puis de dire à un gars développe-moi des modèles, travaille tout seul dans ton coin. Puis, ramène-moi quelque chose. Non. Ouais, c'est ça. C'est plus complexe que ça, là. Il y a un changement souvent de paradigme à faire au sein de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses à changer. Puis c'est bien beau, on fait un modèle, mais juste faire le modèle, c'est pas assez. Autant du data scientist, c'est pas assez. Puis autant l'autre bord de l'entreprise, juste donner de l'argent pour faire ça, c'est pas assez. Il y a tout un pipeline que tout le monde a dans un sens ensemble. Là, exact. Les fichiers CSV, là, je vous annonce, ça fonctionne pas très bien dans un modèle. Là. C'est pas tout le temps le fun. Là. Genre, c'est pas du bon data. Là. Justement, il y a eu un cas pour Python, je sais pas si tu as vu ça, qu'il y a eu plein de projets que, dépendant du OS que tu utilises, Python, quand il y a un CSV, il load le data, mais il load pas toujours de la même façon. Mettons, tu as splitté ton dataset en 4 CSV. Mettons, 1, 2, 3, 4. Ubuntu va aller par H. Fait que, mettons, il va prendre probablement 1, 2, 3, 4. Je te donne un exemple. Je ne sais pas par H. Là, je me rappelle plus c'est par quoi il fait. Mettons, il va arriver, il va faire 1, 2, 3, 4. Mais peut-être que macOS, la façon qu'il va lire, il va lire 2, 3, 1, 4. Fait que si tu importes ton données puis que l'ordre est important, ça se peut que tu aies tout fuck up ton modèle, tu t'en es même pas rendu compte. Fait que là, ils ont découvert ce bug-là, puis il y a plein de modèles là, qui sont rendus, qui sont comme fait, ça fonctionne pas en fait. Si on prendrait vraiment la bonne façon de le loader, ça donne pas le même résultat que toi t'as dit. Fait que tu sais, c'est à la base juste parce qu'on n'a pas des bonnes saines habitudes sur. Dans un CSV, ça? Si t'as plusieurs CSV. Ok, si t'as plusieurs CSV dans un folder. Il va pas les lire de façon chronologique comme nous on les voit. Ouais. La façon qu'il va loader, dépendant du OS, va être différent. Ouais, je savais ça. Ouais, mais faut que tu saches. Mais c'est pas juste les fichiers CSV, ça dépend du patch, je pense, du nom du fichier. Ils sont pas ordonnés de la même façon quand tu les sortes. Ouais, exactement. Windows c'est ça. Puis la façon que le loader il pogne pas nécessairement la façon que toi tu les vois ou que tu les écris. Il faut vraiment que tu lui donnes le path comme il faut. Fait que si tu faisais un multi-process pour le loader, mais ça se peut que tu te rendes en fin que tu t'en es pas rendu compte, mais t'as pas bien fait ton travail. T'sais. Ouais.
c'est assez piqué, là. Genre, c'est vraiment une petite erreur piquée sur vraiment connaître le OS que tu utilises. Puis là, si, mettons, tu prends ton mode, tu dis, toi, tu l'entraînes, data scientist sur Windows. Pour ça, tu l'envoies sur un serveur Ubuntu. Ça se peut que tu n'aies pas le même résultat en bout de ligne, là. Fait que, tu sais, c'est carrément au point de dire, c'est même beau, tu peux d'argent, mais c'est un ensemble, tu sais. On a eu un enjeu de même justement à ma job. Ah ouais? C'est un exemple très concret qui est très vrai. Là. Mais c'est pour ça qu'il faut pas quand tu roules dans un folder puis que l'ordre des fichiers est important, il faut que tu y ailles vraiment. Il faut que tu te fasses une ordre de fichiers selon les noms. Il faut que tu aies un mapping clair. Mais bref, oui, c'est des problèmes d'ingénieur qu'un chercheur n'aura pas forcément. Ça, c'est un exemple. Là, c'est exactement ça, hein. Quand tu travailles dans un environnement vanille dans ton université puis tu es tout seul de ton bord, tu l'as pas ce problème-là. C'est ça, non? Parce que tu as ton ordi à toi puis il n'y a aucune raison que tu passes d'un système d'exploitation à un autre pendant que tu travailles. Exactement. Tu te restes tout le temps sur le même. Combien de fois que j'ai vu des implémentations de code, de paper, avec des paths hardcoded dedans? Ah ouais. Genre le nom de son ordi, là, la personne qui écrit l'article. Oh boy, ok. Tu sais, genre c'est vraiment le mal comprendre l'informatique associée à qu'est-ce que tu fais, là, tu sais. Puis c'est un grave problème, là, c'est sévère, là, parce que là, t'arrives, c'est comme, ben là, à quel point vraiment c'est des bons résultats. Ça m'a pris 3 jours aussi à rouler ce code-là, puis on arrivait seulement à peu près au même résultat au moins, là, tu sais. Mais c'est pas tout le temps ça qui arrive. Des fois, des parts, t'es comme, ouais, ben tu claims avoir 82%, mais finalement, moi, j'arrive à 78%. Qu'est-ce qui se passe? Genre, t'as-tu menti à la communauté? Ouais. Genre, c'est-tu un fine-tune qui manque à quelque part? Ouais, c'est des enjeux qui peuvent. Ça marche pas, ça, là. Non, c'est ça. Cancel, là. Ouais. Tu fais ton modèle en production, finalement, il y a 10% en bas de qu'est-ce que t'as dit. Ça se peut que tu perds ta job, là, tu sais, ou surtout si t'as menti, là, tu sais. Mais en recherche, le monde ne se font pas tamponner, là. Parce qu'il faut que tu reproduises le paper pour que tu pognes ça. Fait que, tu sais, c'est une loupe qui est petite à pogner, là. C'est pas toujours le code. On relit l'article, tu sais, le double blind, tu relis l'article, mais tu reproduis pas le code, là. Moi, c'est bien rare que. Moi, je lis un article, je prends la conclusion. Moi, c'est le minimum d'effort pour le maximum du résultat. Conclusion. Abstract, conclusion, les graphiques. Les graphiques aussi, c'est utile. Ok, ouais, effectivement. Ouais, les graphiques, c'est utile aussi. Mais c'est pas mal ça. Je reproduis pas du code. De toute façon, les données qu'on a en production ne ressemblent jamais aux données. C'est juste pour avoir une source d'inspiration. Ou, ok, c'est peut-être pas payé, je vais dire ça. Ben, de savoir ce qui est state of the art. Puis au pire, tu sais, tant qu'à reproduire le code, je vais investir ce temps-là pour implémenter un autre modèle, puis je vais peut-être avoir plus de valeur ajoutée à essayer un autre modèle, puis à comparer. Ouais. C'est de toute façon, au final, là, les données qui ont été utilisées pour produire l'article, c'est pas ces données-là sur lesquelles je travaille en prod. C'est pas si payant que ça, ou rentable que ça, de reproduire du code avec de la fausse donnée, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, sinon, là, t'es rendu, tu parlais un peu de finalement des étapes que vous faisiez, là, pour Humanio. Ouais. C'est vrai, on avait coupé ça. On a fait un gros switch. Coude, ouais. Ça va être pas grave, ils vont se démêler. Ou toi, tu démêles ça dans le montage. Du montage. Non, je fais pas de montage. Je suis pas assez bon pour ça. Pas de problème. Le monde se démêleront. Ils sont débrouillards. Bon, fait que c'est ça. Donc, l'annotateur extrait de l'information. On a aussi le core business. Là, notre core business, c'est de matcher vraiment des appels d'offres avec... Moi, je fais une identité d'entreprise. Ouais. À partir de mes champs d'expertise, vous m'appelez ça des appels d'offres. Ouais. Puis là, en fonction de la description de ton business case, soit par ce qui est écrit sur ton site web, soit par ton historique. Si tu as déjà un historique d'appels d'offres. Fait que vous êtes capable d'aller scraper le site web. Oui, exact. J'ai rien besoin de faire. On a des scrapers. Cool, ok. Ben, c'est sûr que ça nous aide plus si tu nous fournis de l'information en plus. Probablement. Mais fait que, mettons, moi, je pourrais vraiment faire le strict minimum, juste dire, ben, je vais voir que ça a l'air. Ouais. Puis j'ai pas d'effort, je m'enregistre, vous allez chercher mon information. Oui. Je vais matcher avec ça. Ok, c'est cool. Ouais. Exact. Fait qu'on scrape les sites web, on va chercher la description de ton business case. Puis on mappe ça sur des textes d'appel d'offres. Puis on sort les plus pertinentes, on les rank order en ordre de la plus pertinente pour toi jusqu'à la moins pertinente. Okay. Ça, c'est notre RFP tracker, on l'appelle. C'est notre deuxième offre de service. Ensuite, la troisième, c'est la rédaction automatisée, la réponse aux appels d'offres. Ça, c'est cool, ça, par contre, là. Ouais, là, on commence à jaser. Vraiment. C'est encore un projet pilote, on ne l'a pas implémenté en production. J'imagine que ça doit être très complexe aussi, là. Ouais, mais pas tant. Si tu as un historique d'appels, si tu as déjà répondu à plusieurs appels d'offres, souvent, il y a du texte qui se répète, puis il y a des patterns qu'on peut décoder. C'est juste un générateur de mots qui est conditionné par rapport à l'expérience sur la personne. Autrement dit, la personne étant la compagnie, les anciens appels d'offres. Ouais, ben si on a déjà des anciens appels d'offres. En gros, c'est pas du NLP pur. Il y a des patterns qu'on peut décoder. Il y a des règles de décision assez faciles à implémenter
Ben là, je ne donnerai pas notre source secrète non plus. Là. Je suis peut-être déjà en train d'en dire trop, mais c'est pas grave. Mais Bref, en général, vous êtes capable finalement de faire des règles d'affaires assez. Ben, il y a du rule-based assez simple qui donne des assez bons résultats déjà. Juste le but- logiquement, en pensant, la plupart du temps, ça doit être à peu près la même chose. Genre, l'introduction doit être pareille, le genre d'affaires, il y a des choses qui doivent légalement. La présentation de ton entreprise, c'est toujours la même affaire. C'est ça, t'as pas besoin de générer ça. Okay. Ouais, ben c'est ça. Puis souvent, une business qui fait du béton, ils font pas une fois du béton, une fois des avions, une fois de la consultation à ressources. Tu sais, je veux dire, ils font du béton. Là. C'est ça. Il y a de l'information qui revient de façon très cohérente. 90% de l'information revient tout le temps. C'est facile d'aller chercher ça. Générer un texte on the fly sur un chiffre ici, c'est genre, non, je sais qu'il y a plein d'informations. OK. Ah oui, fait que tu sais, juste avec du rule base, tu peux faire peut-être 80% de la job, puis après ça, le reste, ben là, on tweak. Tu fine-tune un peu. Ouais, tu fine-tune. Puis tu sais, c'est un assistant à la rédaction. C'est pas parfait ce qu'on livre. Là. Ouais. Mais on te livre un texte, tu le revises, ça c'est pas bon, t'effaces, tu corriges. Mais tu viens de sauver beaucoup de travail. Tu sauves 90% de ton travail. Tu sais. Juste en pesant sur un piton, je te génère presque tout, puis toi, tu revises. Tu dis ça, c'est pas bon, ça n'a pas rapport, tu corriges. Tu sais, ça t'a pris 10 minutes au lieu de te prendre 2 heures. Ouais. Mais tu sais, c'est pas mal l'approche, je pense que l'NLP, c'est beaucoup vers ça. Du moins, l'NLP en application d'entreprise va vers ça, c'est l'assistance de la rédaction, l'assistance à la communication. Mettons un chatbot, c'est l'assistance à la communication finalement. Et non, tu sais, comme prendre des. Je sais qu'il y en a qui essayent, mais c'est vraiment complexe. Sinon, comme prendre des états financiers, les lire, puis être capable de dire c'est de la fraude ou non. C'est encore trop difficile à faire, là. Du moins, ce que je comprends là, de ma connaissance, mais c'est beaucoup plus comme effectivement des solutions comme les tiennes qui sont très intéressantes, je pense, pour l'humain, parce que c'est fastidieux à écrire. Quand même à long terme, là, tu sais. Ben oui. Puis après ça, c'est juste l'humain qui vient juste fine-tuner, puis mettre ça à sa sauce, puis etc. Là. On va exprimer un paragraphe d'introduction, expliquer l'entreprise, puis tout le temps faire un copier-coller. Il y a moyen d'automatiser ça. Oui. C'est vraiment ça qu'ils font. Là. C'est bon ce que tu dis là, puis ça me permet de rebondir sur un autre concept que souvent les gens purement académiques, les chercheurs, comprennent pas tout le temps, c'est le principe du quick win. Quelque chose qui demande peu d'efforts et qui donne beaucoup de bons résultats. Ouais. Souvent, les chercheurs, ils cherchent le Saint Graal en partant. Ils veulent le gros modèle super cool, qui est super complexe, puis qui va comme révolutionner le monde, mais qui est très complexe, qui est lourd à implémenter, puis que c'est difficile d'implémenter en production dans le contexte d'une business, tu sais. Puis c'est sûr que je les comprends, là, c'est plus prestigieux, puis c'est plus glorifiant, entre guillemets, de coder ExcelNet que de coder une recherche par mot-clé, on s'entend. Mais une recherche par mot-clé, des fois, ça peut être... C'est un bon quick win, c'est facile à implémenter, c'est facile à rendre en production, c'est pas gros, puis... Ça peut avoir de la valeur, ça peut avoir beaucoup de valeur pour pas beaucoup de coûts d'investissement. Tu sais. Ben, tu sais, je vais rebondir aussi ce que tu as dit, mon projet de recherche avec la compagnie avec qui je travaille. C'est exactement ça qui est arrivé finalement. Tu sais, les autres, ils ont une grosse idée. Puis là, moi, finalement, c'est plusieurs pas qu'on fait, là, plusieurs étapes. Là, moi, je suis rendu à la deuxième itération. Puis là, avec l'information qu'on a, ben, moi, je me suis rendu à la conclusion, ben, écoutez, pour vrai, avec ce qu'on a présentement, machine learning, pas très pertinent. Bon. C'est zéro. Là. Genre, je fais présentement juste des modèles très simples. Là. Classification, arbre de classification, là, rien de bien complexe. Là. Puis presque juste des rule-based, puis j'arrive à atteindre des performances qui sont très raisonnables. C'est pas parfait, mais genre, quantité d'efforts, mettons, qu'ils vont mettre pour mettre ça en place, puis surtout le temps d'inférence pour arriver à ça, est beaucoup plus intéressant que si on irait dans les grosses affaires. Mais peut-être que la troisième step, parce qu'il y a une autre step après ça, où est-ce que là, on rajoute d'autres choses, là, que là, ça se peut que ça va devenir intéressant à rajouter du machine learning. Mais à cette étape-ci, pour vrai, moi, la conclusion de mon projet, c'est moi, je pense pas qu'on devrait mettre plus d'efforts pour à cette étape-là. La troisième étape, quand on passe à la troisième, là, il va falloir faire d'autres choses pour se rendre là, mais quand on est rendu là, ça va être pertinent. Mais pour l'instant, je vois aucune pertinence. C'est Jacquard, Jarreau, les métriques de distance, finalement, comparé aux strings. Puis ça fonctionne relativement bien. Relativement, plus que relativement bien. T'sais. Avec une string to string, là, je compare juste 2 chaînes de caractères ensemble. Je suis capable de matcher 60%. Je dois matcher des choses ensemble. Là. Je ne suis pas trop non plus à parler non plus un peu comme toi. Là. Mais je dois matcher 2 choses ensemble. 2 strings ensemble. On va arrêter à ça. Puis 60% des cas, je suis capable de les pogner juste avec un string to string. Là. Fait que tu sais, mon baseline, c'est ça. C'est la méthode la plus stupide que je peux faire. C'est juste de dire, je prends une string comparé avec les autres, puis j'ai 60% de résultats qui sont bons, des matchings ensemble. Je vais pas commencer à faire genre, je vais mettre un STM, je vais mettre toutes les affaires. Non, regarde. Il me reste 40% des chercher top. Fait qu'au pire, je vais peut-être aller chercher un 20% de plus si je peaufine d'autres affaires. De ma notification, je suis allé chercher tout ça. Je peaufine, je vais chercher un petit peu plus. Pour moi, là, good enough.
Je n'irai pas vraiment plus loin que ça pour l'instant, puis je passerai à une autre étape, puis là, j'essaierai de chercher autre chose, tu sais, ailleurs que sur ça. Là. Mais c'est comme tu dis, mais c'est tough, c'est pas prestigieux non plus. J'ai pas le goût de mettre ça dans mon mémoire, je te dirais. Là, des fois, là, je suis comme, j'ai pas envie d'écrire un mémoire là-dessus. Là, ouais, mais pour un client, c'est. Pour un client, c'est parfait. C'est ça dépend. Mais j'ai pas fait une POC à un chercheur, j'ai fait une POC à une entreprise. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est tough, tu sais. Je suis pas comme Chris, moi j'aurais aimé ça inventer le. Genre, il y a Goodfellow puis inventer le GAN, tu sais. Ça aurait été malade, là. J'aurais faire citer puis let's go, mon H-index est élevé, mais c'est pas ça, là. C'est pas ça qui est passé. Mais il faut choisir à un moment donné. C'est ça. Mais je fais un transfert. Je trouve qu'avec ça, je fais quand même un bon transfert. C'est un bon canal de transfert qu'on est en train d'établir. Tu sais, finalement, de transférer l'académique vers le professionnel, ce qu'on a dit pour le début, mais après à moitié. Là. Ouais. Mais c'est pas facile. Comme tu dis, t'as raison, c'est plus prestigieux, puis t'as fait raison. Mais je dis que c'est plus prestigieux. Une autre façon de le voir, faire une preuve de concept avec un gros modèle, c'est pas si dur que ça. Là. Je veux dire, tu sais, la preuve de concept et le modèle de machine learning, là, c'est peut-être 5-10% de la job, en tout cas de ce que je connais de mon milieu professionnel. Là. Je suis d'accord avec ça. C'est à peu près 5-10% de la job. L'autre 90%, c'est faire un pipeline de production puis livrer de la valeur client. Puis ça aussi, c'est prestigieux. Là, je veux dire, c'est payant surtout. Je veux pas dire que je suis à l'argent, là, mais un petit peu quand même, mais tu sais. Mais non, mais tu sais. L'AI doit livrer de l'argent, il doit livrer de la valeur, la création de valeur pour vraiment que ça soit payant. Là. Sinon, l'entreprise ne fera juste pas ça. Là. Puis je les comprends. Là. Mais ça ramène au point, ce que tu as dit, 87% ne fonctionne pas parce que le monde se concentre trop sur le modèle plutôt qu'avoir une vraie pipeline qui peut faire tout au complet. T'sais. Des fois, là, je m'excuse, mais ça peut arriver que tu vas faire juste une droite de régression que ça va fonctionner bien. Oui. C'est plate. C'est sûr que toi, en tant que santé, j'aimerais bien mieux faire un STM ou des affaires plus funky, un RNN, let's go, on se gâte. Mais t'arrives, t'es comme, écoute, pour vrai, je fais une droite de régression, puis j'explique 90% de la variance. Pourquoi t'irais plus loin, là? Ouais. T'sais, genre, tes données sont linéaires. Prends ça. C'est pas funky, c'est pas cool. Ouais, c'est moins sexy, mais ça fonctionne bien. Ouais. Puis, au pire, si tu veux pas finir notre affaire, on regardera plus tard, mais pour l'instant, c'est ça qui marche bien pour toi, là, t'sais. Ah oui. C'est encore souvent, pour vrai, les GLM se sont fait. La régression linéaire, je pense, s'est fait beaucoup tasser dernièrement par rapport au AI, tout le monde pense au deep, mais ça a encore sa place pour beaucoup de choses, moi, je pense. Là. Mais oui. Ah, ça a très clairement sa place. Fait que là, en NLP, t'as pas mal appris sur le tas, je comprends. J'ai totalement appris sur le tas. Ouais. J'ai pas. Mes connaissances en machine learning, même en programmation clean code, là, de manière générale, j'ai appris à programmer à l'université, mais pas au niveau où j'en suis aujourd'hui. Là. Je fais du clean code. Je fais du clean code pour des pipelines de production. Pas mal plus poussé que ce que je faisais à l'université dans mes cours d'introduction à la prog puis dans mon certificat en informatique, là, on s'entend. Mais oui, j'ai tout appris sur le tas. J'ai suivi un cours de machine learning en ligne aussi avec Coursera. Okay. Le cours de Andrew NG, peu importe là. C'est ça, ce cours-là, qui est un très bon cours. Bon, c'est sûr que ça parle pas de drop-out puis de batch norm. Le state of the art aujourd'hui est beaucoup plus évolué que ce qui est enseigné dans ce cours-là, mais quand même, c'est un très bon baseline. Oui, mais j'ai surtout appris de manière autodidacte. Là. J'ai pas été accompagné par un prof là, qui. Mais c'est bien aussi d'être capable d'apprendre de manière autodidacte, puis d'être capable d'aller à l'essentiel aussi. J'ai pas besoin d'avoir un plan de cours élaboré, puis de creuser deep dans des exercices, puis dans des TP et tout. Quand je lis un article, je vais à l'essentiel. Quand je fais un tutoriel sur Internet, je vais à l'essentiel. Je suis capable d'extraire l'essentiel de ce que j'ai besoin pour faire ma job. Puis le reste, ce sera quand j'ai le temps. C'est-à-dire jamais. J'ai tout le temps de la job. Non, mais tu sais, des fois, je me dis, je vais lire le reste de ce paper-là, je vais lire telle affaire, c'est super intéressant. Je mets ça dans ma to-do, puis tu sais, ça finit par mourir, la to-do. Ouais, c'est ça, ça finit par... Mais c'est bien, ce que tu passes. Il y a beaucoup d'informations que je génère à chaque seconde, que c'est impossible de tout connaître et d'explorer tout. Fait qu'à un moment donné, c'est important, je pense, d'apprendre à sortir l'essentiel. Ouais. Puis après ça, si on veut vraiment mettre ça en place, mais on se mettra le bon entendeur, puis on va y aller plus loin. Mais en général, c'est bien de comprendre une vue d'ensemble, puis que tu vas savoir qu'est-ce qui se passe à certaines places, puis après ça, de réussir à mapper ça, qu'est-ce qui est important ensemble. Là. Exact. Moi, je pense que c'est vraiment une meilleure pratique de juste du côté d'un expert dans un sujet. Là.
Ben, dans le milieu professionnel, dans le monde des affaires, oui. Ouais. Parce que Académique, moins. ton boss, ce qu'il veut, c'est pas que tu deviennes le meilleur à NLP, c'est que tu livres de la valeur client au moindre coût. Tu sais. Il veut un modèle livré tout de suite, puis il veut que ça coûte rien, puis que ça soit livré tout de suite, puis que ce soit parfait là. Qu'il fasse 1 million, c'est million à chaque client, genre, puis que lui peut charger plus qu'un million. C'est ça. Il veut t'engager, puis le lendemain matin, tu es déjà productif, rentable, tu as déjà livré tout. J'exagère, mais c'est quasiment ça. Mais tu sais, c'est le paradigme extrême du capitalisme, mais... Je te niaise un peu, Jean. T'es bien correct, là. Je sais qu'il va le regarder. Non, mais tu sais, c'est... Je pense que c'est de l'extrême, le concept extrême, c'est ça, mais après ça, c'est comment tu teintes ça par tes valeurs, tu sais, finalement, genre, tu sais, comme en tant que gestionnaire d'entreprise, de dire, ben, c'est ce que je veux ultimement, mais après ça, je peux le tempérer un peu, genre, puis faire attention à mes employés, tu sais. Oui. Fait que c'est là que, genre, la zone de crise s'installe. Là. Mais oui, là, c'est sûr qu'il y a des enjeux de ressources humaines aussi, même, Surtout dans une PME, mettons, là, ben, une start-up plus. Mais c'est un vibe qui est vraiment différent, là, tu sais. Ben, il faut que tu ailles chercher, dans une start-up, surtout dans une start-up, il faut que tu ailles chercher du monde qui croit en ton projet, tu sais. Ouais. Tu peux pas acheter tes employés avec un gros salaire, des gros avantages. Parce que t'as pas la position. T'as pas les moyens de le faire nécessairement, puis... Mais tu sais, comme tu l'as dit, toi, c'est quand même, ça semble être tes valeurs, le projet est venu chercher tes valeurs, puis c'est un peu pour ça que t'as accepté. C'est un désir d'accomplissement aussi, tout était à faire, puis je voulais aider à propulser cette business-là au top, parce que je savais que j'avais le moyen, les compétences pour le faire, puis je voulais pouvoir avoir la fierté de dire que j'ai participé à ce projet-là, puis que j'ai aidé vraiment activement à propulser cette entreprise-là de 0 à 1000. T'sais. Tandis que de rentrer dans une business qui a déjà un bon air d'aller, qui a déjà son business case des clients, qui est déjà bien établi, de rentrer là-dedans, oui, d'aller lui faire chercher un peu plus de valeur, c'est intéressant, c'est valorisant. Mais c'est pas aussi valorisant que de prendre une business qui est à 0 puis de l'amener à 1000. Ouais, ben, 0 point quelque chose. Là. T'es pas parti à 0, Jean. Là. Jean je fais attention à ce que je dis. C'est sûr que tu vas avoir une job après ça demain? Oui, il a trop besoin de moi. Je peux dire ce que je veux. Non, mais c'est bien, quand même. C'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, finalement... Je pense qu'on entend souvent ça quand même, tu sais, l'argent dans un salaire, c'est le plus important. Souvent, une des premières choses, les gens vont dire, je paye tant de l'heure, etc. T'sais. Mais je pense que ça reste fondamentalement important quand même que ça rejoigne tes valeurs, sur le long terme surtout. Puis quand tu es quelqu'un qui cherche de développer, comme tu dis, de partir d'une startup, ça permet d'accomplir ça. Parce que tu es vraiment capable de développer des compétences au travers puis de choisir un peu les compétences que tu veux choisir à un certain niveau, compétences que tu veux évoluer, tandis qu'au gouvernement, c'est comme non, tu n'apprendras pas comment ça marche de l'affaire parce que c'est pas ça ta job, tu sais. Ouais. Tandis que là, tu es comme hey, j'aimerais ça apprendre ça, genre, fait que je pense que je vais apprendre parce que je pense qu'avec ça, on va pouvoir générer telle valeur pour l'entreprise. Ouais. Puis le boss, comme il y a personne qui le fait, il est comme vas-y, fais-le. Oui, exactement. T'sais, dans une start-up, tu peux aller voir ton boss le matin même, dire hey, j'ai pensé qu'on pourrait faire ça. C'est une bonne idée de le faire. On en parle dans l'équipe, dans un scrum, puis tu sais, 2 jours plus tard, ça se fait, tu sais. Au gouvernement, jamais que ça peut marcher de même. Jamais. Pas juste au gouvernement, même des grosses entreprises, ça fonctionnera pas parce que hey, j'aimerais ça peut-être apprendre comment faire telle affaire. Moi, on a déjà un département pour ça, t'es pas là-dedans, fait que non, tu fais pas ça. Fais-le sur tes heures à l'extérieur de la job. OK. Ouais. T'sais. Au gouvernement, tu rentres, là, t'as une description de tâche. C'est pas compliqué, là. Il y a un poste qui est publié au gouvernement. Voilà, c'est quoi la description de tâche. Ton mandat, c'est ça. Est-ce que tu es capable de faire ça? Démontre-nous que tu es capable de le faire. Oui, on t'engage. Dans une compagnie privée, plus particulièrement une start-up, c'est l'inverse. Il n'y a pas de description de tâche. Là. Voilà, c'est quoi notre vision, notre business case. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Vends-toi. C'est ça. Tu sais, tu peux pas arriver là puis dire ben c'est quoi la job que vous m'offrez, on va voir si je fit. Non, qu'est-ce que tu peux nous offrir, qu'est-ce que tu penses que tu peux nous apporter là. Tu sais, tu me demandes X milliers de dollars par année, je dirais pas c'est quoi mon salaire, mais tu sais, tu demandes ce salaire là, justifie comment toi tu vas pouvoir m'apporter de plus que qu'est-ce que tu me demandes. Ouais, plus que qu'est-ce que tu me demandes, tu sais, explique-moi, démontre-moi que tu vas être rentable pour moi. Tu sais, c'est ça, en fait. Là. Au gouvernement, ça se passe pas de même. Là. Du budget, ils en ont. C'est ça. Au gouvernement, ils ont un budget de temps, puis on te paye de temps pour faire telle affaire, mais la rentabilité, c'est pas une donnée pas une donnée importante pour eux. Là. C'est ça. Même, mettons, le gouvernement, le public ou, genre, mettons, le privé, même là, c'est pas non plus. C'est tracké, mais il y a des entreprises qui sont beaucoup plus extrêmes que d'autres, puis il y en a que c'est comme. Fais ta tâche. Ça peut. Tu sais. Je vais te donner un exemple, ok? C'était un de mes collègues qui m'a conté ça, que fallait... Il était consultant pour une entreprise quelconque, ok? En actuariat. Puis, il s'était fait le mandat, c'est qu'il y avait 40 heures pour prendre dans un fichier une liste de noms, puis de changer, genre, une date, on a changer juste une information. OK. Puis lui, il était comme... non, c'est pas vrai. Excuse-moi. 2 fichiers,
Ouais. Deux fichiers, mettons 2 PDF, puis de faire la différence entre le texte, puis trouver les différences entre certains mots pour être capable d'y arriver avec la version, les différences entre ça. Ça va, tu sais. OK. Puis 40 heures pour ça. OK? OK. Fait que lui, il a commencé à réfléchir, à regarder ça, j'ai fait non, c'est pas vrai que je vais lire ligne par ligne, puis trouver les 9 erreurs entre 2 fichiers, puis c'était plusieurs fichiers, mettons ça, plus que ça. Fait qu'il a fait, il y a sûrement des outils qui existent pour ça. Un diff, finalement. Il a fait ça finalement en 1 heure. Puis moi, c'est en tabarnak. Parce que là, lui, il avait 39 heures qu'il était censé le payer pour ça. OK. Puis là, l'entreprise, elle s'entendait à payer 39 heures au client de plus pour ça. Puis finalement, ils ont payé 1 heure. Ben là, ouais. Tu sais, des fois, c'est juste des paradigmes qui sont comme. De force, sont vraiment différents, là, tu sais. La consultation, c'est un peu cet univers-là aussi, souvent, là. Genre, on bill, puis. À l'extrême, là, je parle, tu sais, mettons les grosses corporations. Mais là, ça m'étonne un peu. Le client n'est pas censé savoir ça a pris combien de temps. Mais tu sais, les autres, finalement, t'as quand même l'éthique pareil là-dedans, là, tu sais, ils bill. Fait que genre, tu rentres le nombre d'heures, puis tu envoies une facture au client, ça marche. OK. À peu près. Puis finalement, il a juste mis 1 heure au lieu de 40. Là, OK, il a mis 1 heure dans le premier. Ouais, OK. Tu peux faire ça, tu sais. Le client, lui, il est bien content, mais le patron, c'est comme je viens de perdre 39 heures, tu sais. 39 heures, mais c'est 39 heures avec une marge de profit dessus, en plus, là, tu sais. Ouais. Oui, OK, je comprends. C'est ça l'affaire, là. Et là, le tweet qui est un peu malsain. Là, ouais, c'est malsain, mais. Tu sais, puis tout ça à la base, c'est juste comme. Tu connais pas tes outils, mais c'est quand. C'est un peu. Quand tu connais bien tes outils, des fois, c'est oui, t'es productif, mais il y en a pour qui c'est peut-être pas intéressant, là, tu sais. Puis, tu sais, il y a des gens. Tu sais, mettons, on peut remarquer ce sujet-là, parce que finalement, avec mais pour finir avec ce sujet-là, oui, je pense que c'est un mauvais boss. S'il est en tabarnak, c'est un mauvais boss. Je suis tout à fait d'accord. Il a fait moins d'argent, mais juste pour. Il devrait être content d'avoir gagné quelqu'un qui est capable d'être aussi productif que ça. Tu perds de l'argent à court terme parce que pour un client, tu as fait moins d'argent, mais c'est tellement payant dans ta business d'avoir quelqu'un qui est productif à ce point-là, puis qui est débrouillard. On parle de multinationale, tu sais. Ouais, mais c'est un mauvais boss pareil. C'est un mauvais manager. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça que j'avais à dire. Je suis 1000% d'accord avec ce que tu veux dire. Mais, parce que finalement, avec ce que vous proposez comme offre de service, il y a des gens que leur travail va sûrement pas être aussi pertinent, parce que ça va être automatisé. C'est quoi, mettons, votre perception par rapport à ça? Qui va pas être aussi pertinent. Mais dans le sens, mettons, j'ai un département, on est 20 pour écrire ce genre de fichier-là. Puis là, maintenant, tu es capable de me proposer de le faire, puis d'avoir juste 1 ou 2 personnes qui font la révision. Fait que j'ai 18 personnes. Mettons, je gêne les chiffres. On sait que c'est pas nécessairement. J'ai 18 personnes qui finalement sont comme, ben moi, ma job, finalement, c'est plus ça, là. Mais ils vont être affectés ailleurs. C'est rarement un enjeu. Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je pense que c'est une décision qui est importante parce que finalement. Ça coupe des jobs, entre guillemets. Ben, couper des jobs, je pense que c'est sévère comme mot, là, mais finalement, il y a des gens qui vont falloir qu'ils changent de travail à cause que leur travail va être redéfini, finalement. Puis j'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus. Ben, si tu as le goût d'en parler. C'est vraiment intéressant comme question. J'avais ce concern-là au début de ma carrière, on va dire, en data science. Okay. Je pensais que ce serait un enjeu de convaincre les clients que ça vaut la peine de couper des jobs. Puis j'avais dans l'idée que quand tu vends des bons services d'AI à ton client, le client va falloir qu'il se débrouille pour convaincre ses employés que c'est une bonne idée. Puis là, il va avoir des conflits. L'acceptabilité, tout ça. C'est ça. J'avais cette vision-là au départ, je me suis dit ça va être un enjeu. Finalement, j'ai constaté que ça ne l'était pas du tout. Okay. Les clients, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Souvent, les jobs qu'on coupe, c'est des jobs que personne ne veut faire, qu'on cherche du monde pour les faire, puis que c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre pour le faire. Puis c'est facile de réaffecter du monde compétent dans d'autres domaines. Là, la personne qui ne travaille plus à parser des appels d'offres de manière automatisée, de faire de la job de robot puis de zombie. Là. La personne qui est plus affairée à faire ça est bien contente de plus le faire puis de faire d'autres choses à la place. Ouais, elle peut faire quelque chose de plus intellectuel. Puis plus stimulant ou etc. Là, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. On n'a pas de main-d'œuvre de trop. Là. C'est pas comme si le monde était au chômage à pas savoir quoi faire. Là. On est vraiment pas. Le chômage est au plus bas. Ouais, c'est ça. Là. On est vraiment dans un contexte économique où c'est correct de ligner de la job. Mettons, là, on divague. Ouais. Parce que c'est une question, moi, qui, comme tu dis, moi aussi, ça me concerne au début. Là. Mais mettons dans 10 ans, là, c'est plus ça. On verra dans 10 ans. Mais pour l'instant, je te dirais que c'est absolument pas un enjeu. Là. Puis comme je te disais, il y a bien des clients qui veulent acheter notre solution. Là. Puis s'ils veulent acheter notre solution, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup de main-d'œuvre qui fait de la job manuelle. Puis souvent, c'est parce qu'ils en ont pas. Ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Il n'y a pas de mémoire d'entreprise qui est gardée. Ils perdent un employé. Il y a un employé qui le fait. Dès que cet employé-là quitte, ils sont dans la merde parce que là, il faut qu'ils engagent quelqu'un d'autre. Mais toute la mémoire d'entreprise est dans la tête de l'autre puis elle vient de partir. C'est. Oh, j'espère que je vais faire de bruit dans le micro. C'est ça. Donc, les enjeux, c'est plus ceux-là que de renvoyer du monde. C'est pas ça l'enjeu. Là. En tout cas, de ce que je constate, c'est pas ça du tout. Là. Moi aussi, à date, là, mais c'est quand même quelque chose que je pense une discussion qui est importante d'avoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont
peur, l'AI, puis avec raison, parce que tu as toujours peur de ce qu'on connaît pas. Puis ça fait peur comme mot, là, tu sais aussi. Là, quand tu penses AI, dans l'imaginaire public, c'est Terminator. Oui. Fait que Ouais. je comprends les gens d'avoir peur, mais je pense que c'est important aussi quand même que nous, en tant qu'experts, d'expliquer un peu c'est quoi, comment on voit les changements, parce que nous, on est là-dedans. Nous autres, on a le bon rôle. Là. C'est pas moi qui va se faire couper le prochain. Ouais. Parce que c'est moi qui le mets en place. Mais encore là, peut-être pas. On sait jamais là, non plus. Mais à date, je ne sers pas non plus une entreprise qui me dit moi, je veux faire des AI pour couper du monde. Ouais. Pas personne que j'ai entendu dire ça. Souvent, c'est comme on aime nos gens en général, à part les entreprises. Surtout, je pense quand même au Québec, c'est beaucoup de PME. Fait qu'une PME, souvent, t'engages quasiment ton cousin puis ton oncle dans certaines régions. Là, puis c'est même ça marche. Fait que je vais pas le slacker n'importe comment. Là, Exact. Ouais. Puis moi, je pars de 2 principes. Pour répondre à cette question-là, je veux pas avoir l'air vendu AI puis d'essayer de convaincre les gens que ça coupera pas des jobs, mais c'est objectif puis c'est sincère ce que je pense. Là. Une personne compétente et intelligente va toujours pouvoir se trouver de la job, peu importe le contexte économique, peu importe la technologie, etc. Si t'es suffisamment intelligent, que t'es débrouillard, que t'as une bonne tête sur les épaules, t'auras pas de problème dans la vie à te trouver de la job. Puis deuxièmement, cette réflexion-là, on peut l'avoir pour absolument n'importe quel progrès technologique dans l'histoire. Tu sais, quand on a inventé les voitures, ça coupait de la job à ceux qui conduisaient des calèches. Tu sais, je veux dire, puis la machine à vapeur, c'est pareil. L'ordinateur, l'électricité, la lumière, je veux dire, tous les progrès technologiques, sans exception, étaient susceptibles de couper des jobs. Puis est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui, tu sais, si tu compares à il y a 100 ans, est-ce que le taux de chômage il y a 100 ans est plus élevé plus ou moins élevé que celui d'aujourd'hui? Non, c'est le contraire, tu sais. Il y a eu des périodes, il y a eu des phases de crise économique, il y a eu des phases où il y avait beaucoup de chômage, moins de chômage, puis c'est, en tout cas, de ma connaissance et de mon observation, c'est absolument pas lié au progrès technologique. Là. S'il y a beaucoup de chômage dans une région, c'est surtout des contextes économiques, c'est pas des contextes technologiques tant que ça. Là. Donc, je pense qu'il n'y a aucun lien entre le taux d'emploi, le taux de chômage, le taux de diplomation, la richesse, etc. Il n'y a pas de lien entre ça et le progrès technologique. En tout cas, pas à l'échelle du citoyen, pas à l'échelle de l'individu. Donc voilà. C'est ce que je pense. Mais non, c'est bien. Puis je vois pas de raison que ça change dans les 10 prochaines années, 20 prochaines années. Surtout que c'est aussi que l'AI, je pense, fait aussi une atteinte à la définition de l'humanité. Qu'est-ce qui définit l'humanité? C'est finalement la créativité. Puis là, l'AI, à peu près commence à démontrer qu'il est capable de créer quelque chose. Ouais. C'est juste qu'on le pas démonise, mais on le minimise en disant mais tu sais, c'est un algorithme qui a juste appris, puis on lui a dit voici les images que tu veux que tu apprennes. Mais tu sais, quelque part, un humain, c'est ça la créativité souvent. J'ai un bagage de connaissances d'images que j'ai dans ma tête, comme un algorithme. Comment je les utilise, maintenant, c'est mon cerveau qui l'a conçu, puis la pratique, l'entraînement, etc. À quel point c'est pas de la créativité, moi j'ai des doutes là-dessus. Ben c'est ça dépend de la définition. Ben ça dépend de la définition de la créativité, tu sais, à quel point l'humain est créatif. C'est sûr qu'on est créatif à partir de ce qu'on connaît déjà, de ce qu'on a observé. Puis on fait juste prendre ce qu'on observe de l'environnement, puis on essaie d'implémenter des choses par-dessus, puis on recrache quelque chose d'autre, puis on appelle ça de la créativité. Ben, c'est sûr que ça rentre dans des débats philosophiques. Mais tu sais, pour rester plus terre à terre, c'est vrai qu'il y a un débat qui fait rage, qui est assez chaud là, ces temps-ci en intelligence artificielle, qui est les fameux biais. Là. Les fameux enjeux d'éthique sur des algos qui sont biaisés, qui sont racistes ou sexistes ou ceci ou cela. Puis on a plein qui ont été démontrés. Là. Oui, ben c'est ça. Mais le dernier avec Morgan, non, c'est pas ça, sur les cartes de crédit, là, finalement, que les femmes à dossier égal avaient une cote de crédit toujours plus basse. Ouais. À dossier égal. Oui. Puis il y avait des chatbots aussi qui se comportaient différemment selon l'accent de la personne. Ouais. Des chatbots que si tu parles avec un accent arabe, le chatbot va te répondre différemment. Il va donner des moins bonnes réponses parce que je sais pas, il a appris que les gens qui parlaient arabe avaient un profil particulier. C'est ça, mais tout ça est un mimique du comportement humain. Fait qu'en fait, ce que je pense dire, exactement. Les femmes se sont fait discriminer dans leur credit score. C'est ce que ça veut dire. C'est que les données empiriques démontrent que les femmes sont affectées à un credit score qui est plus bas, puis que les gens qui parlent d'autres langues, souvent ou un accent dans certaines régions, se font discriminer dans la qualité d'informations qui sont données. Moi, ce que je pense, c'est que le biais que la machine a appris, mais c'est un biais humain, en fait. C'est ça, Il n'est pas apparu de nulle part, le biais. C'est un biais que l'humain avait déjà. C'est pas une volonté malsaine. Là. Mais c'est ça. C'est pas la machine qui avait une volonté malsaine, c'est qu'on lui a fait apprendre. On lui a fait apprendre un pattern qui était déjà biaisé par l'humain. Tu sais, c'est l'humain qui est biaisé. Donc, c'est l'humain qui doit se corriger. C'est pas la machine. La machine a appris les imperfections de l'humain. C'est ça, tu sais.
Donc, C'est vrai, c'est ça. ouais. Puis je voudrais citer un autre truc intéressant. Je me souviens plus du nom. C'est un chief engineer chez Google. Je me souviens plus de son nom. C'est une femme. C'est dommage, j'aurais dû faire mes devoirs avant de venir à ton interview puis me préparer des... c'est pas grave. Mais c'est un chief engineer chez Google qui a fait un TED Talk qui disait... Qui mettait en garde les gens, justement, qui pensaient que les AI, c'est une espèce de boîte noire, on sait pas trop comment ça se passe, il y a des biais, ça prend des décisions bizarres, on n'a aucun contrôle là-dessus, c'est une boîte noire, c'est inexplicable, ceci, cela, puis ça faisait peur à certaines personnes, notamment des managers en entreprise, qui hésitaient, qui étaient un peu conservateurs, puis qui hésitaient à utiliser l'AI parce que c'est trop boîte noire, je comprends pas ce qui se passe. Pour ceux qui pensent ça, mais en tout cas, c'est la chief engineer de Google qui disait ça, pour ceux qui pensent ça, là, elle disait, ne travaillez jamais avec un être humain de toute votre vie. L'être humain étant la pire boîte noire, biaisée. L'être humain est rempli de biais. L'être humain, c'est une boîte noire totale, c'est inexplicable. On réfléchit pas toujours logiquement. On est plein de biais, on a plein de préjugés, on n'est pas nécessairement toujours cohérent. Ce qui se passe dans notre cerveau aussi, c'est inexplicable. Bien pire que l'intelligence artificielle. Là. L'être humain aussi, c'est une boîte noire inexplicable, biaisée. C'est ça qu'elle disait. On a l'impression de la comprendre. On a l'impression de la comprendre parce que... c'est ça, on a l'impression qu'on est parfait puis on n'ose pas se regarder dans un miroir. C'est bien plus facile de juger une machine que de se juger nous-mêmes. Mais il faut dire que tout ce qu'il y a d'imparfait dans la machine, des AI, elle l'a appris de notre imperfection à nous. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est ça qui fait peut-être plus peur aussi, là, je pense. Là. Peut-être. C'est clairement, ça nous fait voir nos faiblesses, tu sais. Exactement c'est ça. Ça nous fait voir nos faiblesses. On est comme, oh my god, on fait vraiment ça, fuck. Okay. Ouais. Finalement, là, ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir les contourner, mais j'ai lu récemment que souvent les mesures pour, mettons, qui empêchent de prendre le sexe dans un modèle ou des choses comme ça, ont été démontrées qu'ils sont encore plus sexistes plutôt que les modèles que tu le prends. Parce que finalement, ils font juste trouver des proxys. Ah ben oui, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres features qui sont corrélés avec le sexe, puis là, le modèle, lui, il se débrouille pour apprendre. Exactement. C'est il va juste parfaitement logique. Souvent, il va encore plus le chercher parce qu'il explique encore plus le comportement que si tu vas juste lui donner la variable co. OK, ouais. Fait que, mettons, un exemple que je donne, les codes postaux, mettons, mon domaine, l'assurance à la base, là, je suis un acteur de formation, là, puis les codes postaux, tu peux pas les utiliser toujours pour toutes. En fait, non, c'est pas vrai. Tu peux pas utiliser l'origine, mettons, mais le code postal est souvent un biais de ça, un proxy de ça, parce que les codes postaux qui sont plus concentrés d'une ethnie quelconque. Donc, en utilisant le code postal, souvent, on arrive à reposer l'information. Puis là, il y a des places, mettons, qu'après, je vais prendre le sexe, mais souvent, le salaire va aussi démontrer ça, les types de travaux aussi, mettons, genre souvent, il y a des milieux qui sont plus fortement masculins que fortement féminins. Mettons, je marque infirmier, mais souvent, en plus, ça va être, mettons, classe infirmière, mais les probabilités que ce soit une infirmière sont beaucoup plus élevées qu'un homme. Fait que là, automatiquement, le modèle va peut-être être capable d'inférer que c'est une femme, donc il va aller chercher pareil. Ouais. Fait que, tu sais, c'est juste un proxy, finalement. Mais, je me rappelle plus où est-ce que j'avais vu ça. Je pense que c'est... En tout cas, je vais essayer de le retrouver. C'était genre une page ou deux. C'est quand même vraiment intéressant sur finalement... Mais ça m'étonne pas. C'est parfaitement cohérent, là. Je veux dire... C'est ça. La donnée d'information, c'est juste que nous, on est habitués de l'avoir. Puis là, on se rend compte avec des AI ou des modèles que tu leur donnes... Il n'y a pas de préprocessing humain que... Ouais, ben finalement, la donnée, c'est ça qu'il veut dire. On l'avait juste pas vu, mais c'est exactement ça qu'il veut dire. Même si tu essaies de casser les jambes avec ton modèle, il va falloir que tu lui casses les jambes à plusieurs places pour pas qu'il reproduise les biais. Il est capable d'aller le retrouver ailleurs, son biais. C'est difficile des fois. Puis, qu'est-ce que tu te concentres le plus maintenant pour apprendre en NLP? Pour apprendre? Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est quoi tes sujets qui t'intéressent le plus en NLP actuellement? Là, en ce moment, en NLP, en ce moment, c'est surtout... Là, je fais surtout de la classification, de l'extraction d'informations, de la sommarisation. Ouais, c'est pas mal ça. Là. Tu trouves ça quand même tough, trouver des données, des choses comme ça? NLP, c'est souvent un problème, le texte annoté, puis etc., sur la classification. Là. D'où l'intérêt de vendre, pour mon entreprise, là, ça fait partie justement de notre stratégie d'affaires, là, de vendre l'annotateur rapidement le plus rapidement pour avoir du... On fait du behaviorisme, là, de récolter. Un peu, on recueille, exactement. C'est bon, exactement. C'est du bootstrap. Là, puis on a des linguistes qui travaillent pour nous aussi, là, qui taguent des données manuellement. Là, puis Justine, là. Oui, Justine, tu la connais? Oui, tu l'as rencontrée. Oui, évidemment. Puis, elle, c'est sa job pas mal à temps plein, c'est un site, là, de nous faire un bon dataset avec des requis clairs puis d'annoter le mieux possible. Faut pas qu'elle annote trop bien non plus, c'est ça le trick. Là. Faut qu'elle reproduise le comportement client le mieux possible. Si elle est trop rigoureuse dans son travail... Puis ça va être trop un vanille dataset. Oui, c'est ça, ça va être trop un vanille dataset. Puis si les clients se comportent pas comme ça, faut essayer de reproduire le comportement client le mieux possible. Fait qu'il y a des enjeux de... Ouais.
Ouais, tu sais, comme comment la aussi, donnée va vraiment rentrer. Puis moi, je suis vraiment. Elle est peut-être super piquée des affaires. Puis t'es comme, non, mais le client, oublie ça. Là, genre, pour lui, c'est ce mot-là, mais finalement, c'est pas ça. Là, tu sais. Surtout qu'elle est experte la langue. Puis les clients, c'est une linguiste. C'est ça, là. Fait que les clients sont peut-être pas aussi experts. Fait que le mot qu'ils vont. Ils vont arrêter. Souvent, les gens associent une définition à un mot qui n'est pas nécessairement bonne. Fait que là, genre, tu te retrouves avec des données corrompues. Là. Ouais. Exactement. Ça, c'est un enjeu. Pour ça. Là. Ben oui. Moi, je me suis rendu compte plus de c'est le problème, c'est le dataset beaucoup. Puis taguer du dataset de langue, c'est souvent long et fastidieux. Fait que c'est problématique, là. Mais en intelligence artificielle, la donnée, c'est le nerf de la guerre, là, c'est le core business. C'est pas les modèles, là, tu sais. Ouais. C'est pas pour rien que Google, Facebook, etc., ils donnent leurs modèles, ils publient leurs modèles gratuits, là, parce qu'ils savent que c'est pas ça, là, le gros... L'enjeu, c'est pas ça, puis la grosse valeur est pas là, elle est pas dans le modèle. Elle est dans les données, elle est dans le pipeline de production, elle est dans l'intelligence d'affaires, entre guillemets, d'avoir une vision claire, de répondre à un besoin d'affaires, de répondre à un besoin client. Mais le modèle qui est utilisé en dessous, comme je dis, c'est 5% de la job, puis... Ouais, tout à fait raison. Tu sais, comme GPT-2, mettons, là, OpenAI qui ont sorti, là, ben beau le modèle, mais ce qui est vraiment important, c'est le gros, le 40 GB de dataset tagué, bien parsé, là. Ça, tout le monde veut avoir ça. Là. Le modèle, là, ok, il est implémenté. On va pas le sortir, ça a pris quoi? Je pense un mois, puis quelqu'un d'autre l'a implémenté, tu sais. Ouais. Non, c'est ça. Mais le dataset, par contre, là... Ouais. Donc, pensez-y, ceux qui sont à l'université. Si vous voulez une job, là, être capable de parser de la donnée, être capable d'identifier des besoins d'affaires, être capable de traduire un besoin d'affaires en solution d'intelligence artificielle, ça, c'est extrêmement important parce que le client qui a un besoin d'affaires, il ne parle pas nécessairement le langage de la donnée. Lui, il parle son langage d'affaires. Mais être capable de comprendre ce que le client dit puis de traduire ça dans ton langage data science, puis être capable d'en faire un projet pour une équipe de data scientists. C'est là, je pense, déjà ça. Oui, vraiment. C'est ça, être un expert, selon moi, c'est de dire, OK, le client me parle avec un langage A, moi je parle en langage B, je le map dans mon univers, puis là, je lui explique quelque chose, mais il faut que je le map dans son langage. Ouais. Puis souvent, je pense, du moins en TI, que j'ai beaucoup vu des gens, mettons, qui sont comme, tu t'entends souvent ça, là, le produit le client veut quelque chose, c'est pas trop qu'est-ce qu'il veut. Non, t'as pas bien compris son besoin. Puis c'est à toi, ton expert, de dire, moi, je pense que ça, ici, ce que tu veux dire, c'est peut-être pas qu'est-ce que tu penses, mais je pense que ce que tu veux dire ça, OK, mais nous autres, ici, ça marchera pas à cause de tel... C'est ton travail de faire ce mapping-là entre les univers, parce que sinon, à quoi tu sers? Ouais, exact. Tu sais rien. Tu sais, consultant les affaires là, c'est exactement ça, c'est d'être capable de dire, moi, je suis un expert dans un domaine, puis j'expliquais à quelqu'un, justement, que son univers, c'est le droit. Puis là, j'ai essayé de faire un comparatif entre mes éléments, puis elle essaie de comprendre quelque chose. Ben, je faisais un mapping, mais en me disant son vocabulaire, mais c'était à moi de faire ce rôle-là. Puis là, t'es comme, OK, je comprends ça, tu veux dire que c'est ça. Oui, puis après ça, je le ramène, mais c'est tough, là, tu sais. Oui, ben oui, c'est tough. Tu comprends un peu aussi qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est comment le mapper comme faut, là. C'est à ça que ça sert un product owner ou un chargé de projet. Ou, exactement. Ça sert pas à rien, ce monde-là. Là. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Quand t'es jeune, tu sors de l'université, puis tu vas dans le milieu du travail, t'as tendance à voir les managers comme du monde qui apporte aucune valeur, qui font juste blablater, puis qui sont là pour te surveiller. Mais c'est quand tu passes dans cette gang-là, parce que moi, je suis rendu chargé de projet, là, puis là, je suis rendu un peu plus en contact avec le client, puis je monte des projets par moi-même. C'est là que je me rends compte à quel point c'est important de bien définir le projet, bien définir la tâche, puis d'identifier le besoin d'affaires comme il faut, de bien répondre. Écrire le code en arrière, c'est une chose, là, mais il faut que le code corresponde à un besoin d'affaires important. Sinon, tout le monde n'est pas content. L'employé n'est pas content parce qu'il s'en... Sinon, tu perds ton code. Hey, le nombre d'entreprises qui perdent du code, là, que des développeurs écrivent du code qui ne se rendent jamais en production, ben, on a parlé du 87%. Là. Ça, c'est entre autres aussi à cause de des mauvais managers là, qui ne sont pas capables de comprendre le besoin du client et de le traduire en projet réel pour une équipe de data science, tu sais. C'est ça, là. C'est de combler le gap. C'est là où je pense qu'il y a le plus de valeur aujourd'hui, en 2019, en data science. Là où il y a le plus de valeur, c'est pas tant des gens qui sont capables d'implémenter des gros modèles, ExcelNet, BERT, etc. C'est pas des gens qui sont très très bons en intelligence d'affaires, qui ont des MBA. Puis je pense que là où il y a énormément de valeur à aller chercher, c'est entre les deux. La personne qui est capable de faire le pont entre celui qui parle le langage d'affaires, puis qui est en contact avec le client, puis et le data scientist qui lui est juste un geek qui programme. C'est de faire le pont entre les deux. Puis c'est un peu là-dedans que j'essaie de me situer. J'essaie d'être à la fois geek puis à la fois intelligence d'affaires, de me positionner dans le milieu. Puis qu'est-ce que tu as fait maintenant pour développer ces compétences-là? J'ai appris sur le tas. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gros déficit sur le marché, sur le marché de la business, là, sur le marché en général. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gros déficit à ce niveau-là pour toutes les raisons qu'on parle depuis tantôt. Puis je me suis rendu compte que j'avais
potentiellement les compétences pour le faire. Là. J'ai les compétences geeks, certainement. Je suis un bon programmeur, je suis bon en mathématiques, tu sais, j'ai un background de maths pur, je suis un bon programmeur, je fais du clean code, tu sais, je comprends le langage dev, je comprends le langage programmeur, je comprends le langage matheux, mais je comprends aussi le langage rentabilité, client, besoin d'affaires, etc. Donc, je parle les deux langages, donc je pense que je peux bien me positionner... là, dans ce rôle-là d'être à la fois de faire le pont entre le client et le dev. Là. Ouais. T'aimes pas mal ça à date? Oui, à date, oui. Des fois, je m'ennuie d'être derrière mon écran pendant 12 heures à écrire du code avec mes écouteurs sur les oreilles. Là. Je m'ennuie des fois de faire ça. Là. Juste d'écouter la musique de goût et d'être en oui, d'écouter du psytrance là, ou des alpha waves, là, de la musique de concentration. Là, ouais. Coder dans ma bulle pendant des heures et des heures. Là. Des fois, je m'ennuie de faire ça. Mais demain, je pense que... Demain, j'ai 0 meeting puis j'ai personne qui me dérange. Ouais, je pense que je vais faire ça demain. Je vais coder 12 heures en ligne. Puis mettons, c'est quoi ta méthode habituelle pour essayer de résoudre des problèmes avec un client, des choses comme ça? As-tu un processus, une pipeline, genre tu prends des marches, méditer, whatever, là, tu sais, je sais pas. Là. Mettons, t'as un problème qui arrive, ok, comment est-ce que je mappe ça dans l'univers? Est-ce que c'est juste on the fly, t'arrives, ou je sais pas, c'est un univers que je connais pas, là? Plus on the fly, là, je te dirais. Okay. J'y vais au feeling, là. Je peux pas dire que j'ai un processus clair dans ma tête. Là. Je regarde la donnée du client, je regarde qu'est-ce que le client peut nous fournir comme jus pour travailler, puis je vois qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Puis c'est plus du cas par cas. J'y vais à la pièce. Là. Puis je vois ce que je peux faire avec ce que j'ai sous la main. Puis j'essaie de convaincre le client qu'on peut lui apporter de la valeur. Puis le client, lui, il parle en termes de ROI, là, Return on Investment. Là. C'est juste ça qu'il veut, lui. Il veut un Return on Investment. Il veut pas des trucs cool. Hey, je suis capable de coder un modèle super cool pour... Ouais, c'est cool pour toi. Là. C'est ça ce qu'on a parlé un peu plus tôt. Là, finalement, dis-moi qu'est-ce que ça va apporter comme valeur. Ouais, c'est ça. Quand tu es avec une gang de geeks puis que tu es dans la communauté du data science, oui, de faire des modèles complexes, c'est cool. Hein. C'est bien le fun, mais pour un client, lui, ce qu'il veut, c'est un Return on Investment. Genre, combien d'argent je vais sauver, combien d'argent je vais faire. Oui, exactement. Fait que si on peut lui dire... avec ça, tu sauves 80% de ta job. Avec notre solution, tu sauves 80% de ta job de répondre à des appels d'offres. Là. Donc, calcule combien ça te coûte par année de répondre à des appels d'offres. Là. Puis, fais 80% de ça, puis c'est ça que je te fais sauver. Là. C'est pas compliqué. Là. Ça se résume vite. Puis, vite, simple. Oui, c'est ça. Exactement. Pas plus compliqué que ça. Puis mettons, dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Dans 5 ans, où est-ce que je me vois? Encore chez Humaneo, à être chargé de projet, puis avec une grosse équipe. Où je me vois, à la même place, mais avec une grosse équipe. C'est là où je me vois. Avec une grosse équipe de data scientists. Vas-tu faire encore un peu d'NLP ou tu te vois plus vraiment gestionnaire? Les deux. OK. Les deux, quoique là, c'est difficile de gérer le balancier entre les deux. Ouais, c'est ça. Hein? Surtout que j'ai pas énormément d'expérience en tant que chargé de projet et gestionnaire d'équipe. J'ai pas beaucoup de gens en dessous de moi en ce moment, là, dans mon équipe. Mm-hmm. Puis déjà, ça me prend beaucoup de jus. Puis en même temps, c'est normal dans une start-up. Je veux dire, les choses bougent vite. Il faut s'adapter rapidement. Puis il y a beaucoup de temps étant donné que le business case, puis les clients, puis on n'est pas sur une vague qui fonce tout droit, puis il y a beaucoup de travail à faire d'ajustement, de balbutiement. Ouais, c'est ça. C'est pas une bonne approche, on va aller dans ce sens-là. Exactement. Donc, ça me demande beaucoup de jus, ça me demande beaucoup de temps de faire ça. Je suis souvent en relation avec mon boss on se fait beaucoup de meetings, puis on rencontre des clients. Finalement, on a ce client-là, ça serait plus urgent de développer ça. Puis la semaine prochaine, il nous arrive avec une autre priorité. Finalement, c'est là, il faut développer ça de toute urgence parce que le client... Ce client-là, il en a besoin aussi. Ouais, le client, il achète notre solution, là, go tout de suite, puis on a besoin d'une solution pour lui. Puis bon, bref, ça me demande beaucoup de temps de faire ça, puis j'ai pas le temps de coder énormément. Ça demande quand même du temps, c'est des rajouts pour ça aussi, là. Oh oui, énormément de temps. Être gestionnaire de projet, là, comme je te dis, il faut vraiment le vivre pour comprendre. Là. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu comprends pas. Tu peux pas comprendre à quel point. Moi, je le comprenais pas, puis je l'ai appris sur le tas. Je l'ai appris sur le tard un peu que les gestionnaires de projet, ils sont pas là pour rien. Là. C'est pas juste du monde qui se pogne le beigne puis qui te regarde aller puis qui te demande des comptes. C'est pas juste des gens qui te demandent des comptes puis qui approuvent ta feuille de temps. Ils font une vraie job aussi, là, puis des fois, c'est une grosse job. Puis c'est une job importante aussi parce qu'une mauvaise décision dans un meeting, ça peut potentiellement coûter cher. Ouais. En temps ou en ressources ou en n'importe quoi. Là, des fois, il y a des choses qui se décident sur un meeting de 1 heure.
qui peuvent jouer sur le roadmap pour les 3 prochains mois. Tu sais, en 1 heure, tu prends une décision que ça change les 3 prochains mois. Puis si tu prends la mauvaise décision, tu as travaillé 3 mois dans le beurre, tu comprends? Tu sais, c'est ça des fois c'est des gros enjeux qui sont non négligeables là, pour l'entreprise. Bref, la question au départ, c'était où est-ce que tu te vois dans 5 ans? C'est ça, je me vois à moitié coder puis à moitié faire la job que je fais là. OK. Là, en ce moment, le balancier est plus 75-25. Là, je passe 75% de mon temps à gérer mes projets puis 25% de mon temps à coder. OK. J'aimerais ça que ça revienne à 50-50. Là. On verra comment ça va aller. Comment la future va donner ça. Ouais. Et quel genre de skill set que tu vois pour ce que tu fais? Quel genre de skill set je vois pour ce que je fais? Avoir les 3 meilleurs skills qui seraient importants pour ça. Donc, moi, je devrais faire ce que tu fais. Qu'est-ce que je devrais développer pour faire ça? C'est pas une question facile, là, je pense. Là. Côté analytique, le côté analytique, genre résoudre des problèmes de type data science, mais vraiment pas nécessairement coder. Je parle pas de code, je parle pas de programmation, je parle pas. C'est ça, de décortiquer un problème, de définir un problème, d'analyser un besoin client, puis d'être capable de formuler un problème de data science avec ça. Juste le côté analytique, là, puis faire un protocole de travail, là, faire un pipeline, faire un roadmap, mettons avec ça, faire des tâches, des projets, tout. On va implémenter telle solution de telle façon, puis ça va prendre tant de temps, puis ça va demander tant de ressources, puis ça va donner à peu près tel résultat. Il faut que tu sois capable de donner une hypothèse de à quel point on va être capable de fournir des bons résultats ou pas. Ça, je dirais que c'est le number one skill. Le deuxième, c'est être capable de faire la solution, être capable de faire les tâches, être un bon programmeur, puis être bon en maths aussi, avoir un suffisamment bon niveau mathématique, un suffisamment bon niveau en intelligence artificielle, mais surtout en programmation. C'est peut-être étonnant ce que je vais dire là, mais je pense que c'est plus important d'être capable d'être un bon développeur, d'être capable de faire du clean code, que d'être bon en intelligence artificielle. Parce qu'il y a des chercheurs qui font un job à ta place. Quand tu es un ingénieur, là, souvent tu reprends du code de d'autres. Mais comprends comment utiliser le code. Oui, il faut que tu comprennes comment il fonctionne, puis pourquoi ça performe mieux que l'autre, puis pourquoi ça s'applique bien à ton business case. Il faut que tu sois capable de comprendre comment le modèle fonctionne, mais d'être capable de le comprendre très, très, très en détail, granulairement, de tel layer, de savoir comment un mécanisme d'attention fonctionne en détail, là, avec la multiplication des vecteurs et tout, puis le query, value, puis l'autre, le troisième, je sais plus. Bref, ça, c'est important, mais c'est pas si important que ça. T'sais. Surtout en tant qu'ingénieur, mettons. Ouais. Je suis pas d'accord. Hein. Qu'on comprend ce que ça fait un mécanisme d'attention là, dans NLP, de savoir exactement les calculs fonctionnent comment, là, c'est pas si important que ça. Ouais. Mais genre, ton code, faut que tu remets un produit fini, là, fait qu'il faut que ce soit compréhensible. Ouais. C'était du code, c'est la façon de communiquer là, entre deux programmeurs, souvent. Fait que si c'est pas bien écrit, ben il y a des informations qui se perdent. Exact. Puis il faut que tu te dises aussi que tu codes pas pour toi. Là. Ouais. Tu codes jamais pour toi. Tu codes jamais vu quelqu'un qui a juste tu penses que quelqu'un a codé Microsoft tout seul, là. Surprise. Non, c'est ça. Là. À moins que tu travailles au gouvernement et que ta job, c'est juste de produire des rapports. Là. Ouais. Des rapports qui souvent sont lus par personne puis qui finissent dans filière 13, mais ça, c'est une autre histoire. On pourrait en parler avec du monde au département d'économie. Ça, dans cette situation-là. Et Chris... Je rentrerai pas dans ce sujet-là, mais mettons que les monde sont assez frustrés. Ouais. je compatis avec vous. Mes sympathies pour des gens qui se bottent le cul à produire des rapports qui finalement... Il y a 2-3 journalistes qui vont les lire, puis il y a un article qui va paraître à quelque part, mais le gouvernement ne prendra aucune action concrète pour ça. Bref, à moins que tu codes juste pour produire des rapports ou pour produire des articles, quand tu codes en entreprise, tu codes pas pour toi. Tu codes pour quelque chose qui va s'en aller en production. C'est ça, tu codes pour un module qui va s'intégrer dans un autre produit. Tu codes jamais pour toi. Donc, il faut que tu saches faire du clean code comme il faut. Puis le modèle d'intelligence artificielle en arrière, oui, c'est important de le comprendre, mais c'est peut-être, comme je dis, c'est 10% du code. Tout le reste, c'est un gros pipeline de production. Donc, être capable de faire du clean code, ce serait la deuxième... C'est long, ma réponse, hein? Tu m'avais demandé 3... C'est correct. Donc, c'est ça, être capable d'analyser un besoin d'affaires, de le traduire en problème de data science, d'être capable de faire du clean code, d'être un bon développeur. Et aussi, là, je vais plus parler... Si j'avais à choisir, là, je ne vais même pas parler d'intelligence artificielle et de mathématiques. Juste sur le plan humain, être capable de gérer la pression, être capable de... C'est ça, être capable de gérer la pression, être capable de changer de track rapidement, être réactif, être versatile un peu, être polyvalent. Faut que tu sois capable d'encaisser le fait que ton boss, le matin, tu peux rentrer et il dit hey, finalement, tout ce que tu es en train de faire, mets ça de côté, on embarque là-dessus, il y a une urgence, il faut régler ça tout de suite. C'est ça, être capable de s'adapter à la réalité au jour le jour.
puis être capable d'encaisser le fait de travailler sous pression. Là. Si t'es le genre de personne qui dit « Moi, je veux faire mon petit 9 à 5 tranquille, avoir ma petite description de tâches, pas de pression, pas sûr qu'une startup, c'est la meilleure place pour toi. Pas sûr qu'une startup, c'est la meilleure place pour toi. Va travailler au gouvernement si c'est ça que tu veux. Va pas travailler dans un contexte d'entreprise privée qui essaie de se faire une place sur le marché. Puis que... Il y a beaucoup d'incertitudes sur qu'est-ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut que tu aies de la tolérance au risque. Il faut que tu sois capable d'encaisser. Tolérance aussi, effectivement. Ouais. D'encaisser le changement, la critique probablement aussi, quelque chose comme ça, chose qui va être probablement présent dans un environnement où tout ton rôle est défini, là, finalement. Là. Mais non, c'est intéressant. Comme que j'imagine de ton univers, c'est pas mal que ce que je pense qui me semble essentiel aussi. Là. Ouais. Genre, tu sais, c'est quelque chose qui bouge beaucoup, fait que c'est sûr que si t'es pas prêt à faire du changement, cancel, t'auras pas de plaisir. Là. Ouais. Le stress doit quand même être assez important aussi, là, tu sais. Plus qu'une entreprise qui est déjà établie, qui est capable d'absorber une perte, mais la tienne, c'est que tu connais le boss, c'est quasiment un de tes amis, là, vous avez sûrement une bonne proximité. Là. Ouais, quand même. Ouais. Fait que tu sais, t'es comme, j'ai pas envie nécessairement d'y faire perdre ton projet, là, tu sais. Ouais, exact. Faut que tu te committes dans l'entreprise aussi. C'est ça, c'est un commitment, là. Ouais, exact. Puis c'est sûr, si tu veux que ça se passe bien avec ton boss, avec tes supérieurs, il faut que tu sois capable de comprendre que lui a mis ses trips à la table. Il a mis ses couilles à la table pour cette entreprise-là. Il faut que tu sois capable de comprendre cette réalité-là. Puis il faut que tu sois capable d'en prendre une partie, d'en prendre une charge sur tes épaules. Puis c'est tellement... comment je dirais ça? C'est comme un soulagement pour ton boss. Puis c'est comme un... il va être content de ça, que tu sois capable d'encaisser cette charge-là, de comprendre, de se mettre à sa place, puis de dire oui, je comprends que c'est un enjeu là, tout de suite, de régler ce problème. Ouais, c'est ça, d'être capable d'avoir de l'empathie, d'être capable de dire ok, t'as une grosse charge sur tes épaules, je vais en prendre une partie. Laisse-moi là ce dossier-là, je vais régler ça. Je vais y aller rencontrer le client avec toi. Ok, je vais faire des heures supplémentaires cette semaine, parce que d'être capable de prendre une charge que lui a sur ses épaules, puis de la porter toi-même, d'être capable de l'aider là-dedans, puis. Pas juste de dire, tu m'as donné ça comme job à faire, moi je fais ça. Mais tu sais, d'être capable de lui dire, tu sais, je suis committé à 100% dans ton entreprise. Puis je vais livrer la marchandise, puis elle plantera pas ta business. Je suis pas juste là pour encaisser mon salaire. Puis le jour où ça marche plus, si tu fais faillite, mais encore là, je vais aller me trouver une job ailleurs. Faut pas que ton employeur sente que c'est ça ta mentalité. Moi, j'ai choisi Humaneo parce que je crois en ce projet-là, puis je veux l'amener de 0 à 1000. Puis je vais pas me pousser dès que les choses vont mal aller. T'sais. Ouais. T'es dans le bateau avec eux autres. Là. Je suis dans le bateau avec eux autres, puis soit on réussit tous ensemble, soit on coule tous ensemble. Là, si le bateau se met à couler, je vais pas me sauver dans un canot de sauvetage, puis je vais pas vous laisser couler. Là. C'est ça, je vais pas faire ça. Je pense que c'est un peu l'esprit de la startup, du moins à cette échelle-là. C'est sûr que quand t'es rendu 100 employés, c'est plus difficile, mettons, là, de toujours garder ce courant-là. Là. Mais c'est pas mal l'image que j'ai, mettons, des gens qui vont parler d'expérience en startup, c'est beaucoup ça aussi. T'es dans le bateau avec eux autres. Là, puis c'est un projet qui tient à cœur. Puis c'est juste qu'il y a une relation un petit peu différente avec toi, mais c'est pas un boss classique comme on est habitué de voir. Là, c'est pas quelqu'un qui t'est mis dans cette position-là parce qu'il y avait le skill set pour être là. C'est vraiment quelqu'un qui veut faire ce projet-là, le mettre à terme parce qu'il y a une vision, il y a un projet, puis il veut le mettre à terme. Puis il faut se dire aussi que je sais pas combien il se verse de salaire par année, mon boss, mais probablement qu'il travaille plus que moi et qu'il gagne moins que moi. Là, ça, il faut être capable de comprendre ça aussi. Il faut avoir la sagesse et la clairvoyance de se dire, OK, ce gars-là, il a vraiment mis ses couilles sur la table. Puis là, pour les prochaines années, oui, si le projet fonctionne, il va devenir millionnaire. Mais pour l'instant, il l'est pas. Là, puis il a besoin de moi. Puis il faut être capable d'avoir... faut être capable d'avoir cette clairvoyance-là, puis cette sagesse-là, de dire, OK, il a besoin de moi, puis je vais lui montrer que je suis là, tu sais. Puis je ne le laisserai pas tomber. Puis s'il faut faire 20 heures supplémentaires dans la semaine, je vais le faire. Je vais prendre congé le lundi prochain, là. Mais tu sais, je vais prendre... que d'autres, là. Ouais, c'est ça, tu sais, je vais peut-être travailler 60 heures une semaine, puis tu sais, quand il faut faire une grosse preuve de concept, on rencontre un client, puis là, il faut livrer quelque chose vite, puis tu sais, je suis capable de faire beaucoup d'heures supplémentaires, mais tu sais, le lundi d'après, je me fais une fin de semaine de 3 jours après. Ça se peut que je sois pas là lundi prochain. Ça se peut que je sois pas là lundi prochain. Mais tu sais, il faut être capable de le faire. Il faut être capable d'encaisser la pression. Il faut être capable d'avoir des discussions musclées, entre guillemets, dans des rencontres, des fois dans des meetings, de dire je suis pas d'accord avec ça, je ferais plus ça de cette manière-là. Puis, tu sais, les boss aiment ça se faire challenger aussi. Là, quand ils arrivent avec des idées, puis que je pense qu'un boss, il faut qu'il soit capable de se faire dire, puis il faut être capable aussi, en tant que chargé de projet, entre guillemets, de lui dire je
pense que tu te fonces dans un mur si tu fais ça. On est mieux de pas faire ça. Là. Au pire, on va mettre ça de côté. Là. On verra dans 3 mois. Là. Pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. Je suis pas sûr que ça a de la valeur. On le fera pas. Ou je suis pas sûr que ça, c'est une bonne approche. On est mieux de pas le faire. Il faut être capable de dire ça aussi. C'est ça. Il faut être capable d'encaisser la pression que ton boss va te mettre, mais il faut être capable de lui rendre l'appareil aussi, de le challenger. Puis... Tu sais, pas s'encercler juste avec du monde qui approuve qu'est-ce qu'on dit, on n'avance pas nécessairement. Il faut pas être capable de se faire challenger ou challenger pour arriver peut-être à un meilleur consensus. Là. Ouais. Ce qui, je pense qu'il est vraiment faut pas faire exprès non plus pour challenger le boss, juste pour le fun de le challenger. Ça, c'est un autre game. Ça, tu sais, juste d'avoir un échange, finalement, de dire ouais, ok, mais pourquoi t'as dit ça? Ou, tu sais, souvent, en tout cas, moi, personnellement, mon approche, si mettons, il y a quelque chose, je suis pas sûr de cette zone-là, je vais poser une question. Ok, parfait, c'est bon, c'est ce que je pense. Tout le monde, on continue. Tu sais, juste être validé ou comme. Ouais, mais ça, je suis pas sûr. Ok, ça, tu veux dire ça comme définition? Oui, c'est dans ça. Ok, parfait, c'est bon, il va. Tu sais. Mais juste de dire, ou de jamais d'être complètement amorphe, pas sûr que c'est toujours la meilleure chose dans ce genre d'environnement, là, du moins. Là. Exact. Ouais. Pas être capable de challenger. Ben, surtout quand t'es chargé de projet. Là, puis ouais. Quand c'est quelque chose c'est ça, c'est quand c'est toi qui as la responsabilité de livrer le projet, mais là, faut que tu sois capable de le dire si ça s'en va dans le mur ou pas. Là, parce qu'après ça, c'est vers toi que ça revient. On va se retourner les affaires. C'est ça, c'est sur toi que la marde va retomber si ça marche pas. Là. Il faut que tu sois capable de le dire en partant si tu penses que ça marchera pas. Donc c'est ça. Il faut que tu sois aussi capable de sortir du meeting, puis même s'il y a eu une discussion musclée, entre guillemets, là, c'est peut-être un peu exagéré comme terme, là, mais il faut que tu sois capable de... Des discussions un petit peu plus... Ouais, musclé, je pense que c'est le bon terme. Ça avance un peu plus, mais on s'en va pas chier, là. C'est juste comme... Il faut être capable de se challenger, mais après ça, quand le meeting est fini, on repart chacun de notre bord, puis il n'y a pas de rancune. Puis si tu gardes de la rancune, puis si tu tombes dans une espèce de garde-orgueil, entre guillemets, ça ne marchera pas. Là. Ça va donner une ambiance toxique. Ça ne sera pas un bon environnement de travail. Tout le monde va être tendu, anxieux. Ça sera pas bon pour tout le monde. T'sais. Donc, d'un côté, il faut que tu sois capable d'être challengeant, de te faire challenger, d'accepter le challenge, mais de challenger les autres, y compris ton boss, ce qui n'est pas toujours évident. Mais il faut aussi que tu sois capable de faire contrôle alt delete puis tout flusher. Là, après le meeting, OK, c'est fini. On s'est dit ce qu'on avait à se dire. Après ça, on repart chacun de notre bord, on continue de travailler. Puis, c'est pas contre moi, c'est juste contre la discussion. Là, là, on continue. Là. Puis c'est pas tout le monde qui l'a. J'en parle pas pour rien. C'est vraiment pas évident. Ça a l'air évident pour ceux qui ont cette attitude-là naturelle puis qui sont capables d'encaisser ça de manière naturelle. Mais c'est pas tout le monde qui l'a, ça. Puis c'est un enjeu, des fois, en entreprise, de ne pas tomber dans les gardes d'orgueil, de ne pas s'aplatir puis d'être complètement amorphe puis de dire, moi, je m'impose pas du tout puis je reste dans mon coin puis je fais ce qu'on me dit. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont trop orgueilleux, trop agressifs, ceci, cela. Mais d'être parfaitement dans le milieu, c'est vraiment pas évident. Puis c'est pas tout le monde qui a ce skill-là. Puis je pense que c'est un skill très important en entreprise. Quand même, finalement, c'est un travail sur soi-même. Là. Oui. Puis juste, tu sais, comme c'est pas une attaque contre moi. Là. Genre, on n'est pas ici pour se battre. Là. C'est pas une lutte. Là. Juste, on échange des idées. Il y a un point de vue différent qui va être discuté. OK, pas de problème. C'est ça qu'on veut. C'est correct. Hein? Moi, j'ai annoncé qu'est-ce que je pense là-dessus. Puis on regardera la discussion, peut-être qu'à un moment donné, plus tard, on va ramener le sujet, puis finalement, on va changer notre position par rapport à ce qui a été dit, tu sais, mais on avance, let's go, là. On sort du site, escape, on recommence, let's go, on continue, là. On a encore des collègues, là. Exact. Faire la part des choses, là. Voilà. Ça résume les 3... pour revenir à ta question du départ, ça résume les 3... 10 minutes plus tard. Ouais, c'est ça, 10 minutes plus tard, là, voilà les skill sets, les principaux skill sets que ça prend pour... Non, mais c'est intéressant d'avoir fait le tour, mais dernière petite question. Oui. Parce qu'on a pas mal fait le tour, puis je sais plus on est à combien, j'ai perdu mon horloge malheureusement pour le temps. Mais habituellement quand j'ai fini ma bière, c'est pas mal qu'on est proche du 45 minutes. Hey, t'as bu plus vite que moi. Ah, moi je bois plus vite. Ou c'est moi qui parle trop, je sais pas. Ben c'est parfait, c'est ça qu'il faut. T'es là pour ça. Ouais. Ça serait plus si c'est toi qui aurais fini ta bière, moi qui parle tout le temps, on aurait un problème. Ouais, tu serais un mauvais animateur, c'est ça. Ton livre préféré que tu recommanderais, que ce soit en AI, un livre de roman, whatever, un livre que t'as aimé lire? Un livre que j'ai aimé lire. Ouais. Moi, je suis un gros lecteur, c'est pour ça que je pose toi cette question. Ben, moi, je lis soit de la philosophie, des essais assez profonds, ou de la science-fiction complètement, genre Star Wars. Là. Ouais, ok, t'as fait de Star Wars. Oui, nice. Ben oui. Okay, j'ai lu plusieurs livres de Star Wars. Je dirais que le meilleur livre que j'ai lu, que je recommanderais, c'est... je dirais Dark Plagueis de Star Wars. Ah, c'est vrai qu'il est vraiment excellent, je l'ai pas lu encore. Oui, il est vraiment Dark Sidious, qui est Palpatine. Exactement, c'est ça. Ouais, okay. Dark Plagueis, ça se passe dans le timeline de Star Wars, ça se passe juste avant l'épisode 1, Phantom Menace. Maintenant, là. Comment? C'est rendu, maintenant, il appelle ça Legend, là.
Ils ont changé de nom avec les nouveaux Star Wars qui ont sorti, ou Legend, ou ils ont donné un nom pour ça finalement, qui est juste dire c'est comme du lore. Ok. C'est plus exactement l'histoire réelle. Là. Ok. C'est un peu plate qui a fait ça, mais I guess. Ouais, ben normalement c'est ça la vraie histoire. C'est en ça, tout cas. mais là, ils ont comme réécrit les affaires. Fait que là, c'est rendu comme du Legion, comme du lore ou de la vieille histoire, genre, tu sais. Puis l'histoire qui nous intéresse, c'est les nouveaux. Fait qu'ils reçoivent plein de nouveaux livres là-dessus. Tu sais, ça reste une business, là. Ouais, ben oui. C'est ça, là. Faut qu'ils renouvellent leur clientèle aussi. C'est Puis ça, bon. exactement, c'est ça qu'ils font. Là. Ceux qui se plaignent que les nouveaux Star Wars, sont pas. Moi, j'ai trouvé bon, là. Sont corrects. Les fans finis de Star Wars, ils disent c'est pas. C'est pas du Le dernier, c'était pas un Star Wars. Parce que, tu sais, finalement, la grosse différence qu'il y a eu, là, on change vraiment de sujet. Là, Tellement, hein? C'est vraiment geek. Mais, tu sais, le dernier Star Wars, une des critiques, moi, je pense qu'il est véritable, c'était tous les Star Wars, finalement, toujours un héros principal, puis c'est lui que tout le pouvoir, le héros propose ça. Puis c'est toujours lui le héros. Puis là, dans le dernier, c'est comme tout le monde peut être un héros. Ouais, ben ils ont voulu faire table rase puis repartir, je pense, avec des nouvelles bases. Je pense qu'il y a aussi des nouvelles valeurs dans la société qui sont là. Finalement, ils ont des acteurs plus féminins. Parce qu'avant, il y avait comme juste les. Ben, c'est Disney qui ont racheté la franchise. Ça fait une grosse différence. Là. C'est ça, là. Mais moi, personnellement, qu'est-ce qu'ils ont fait à date? Là? Han Solo, c'était très bon. C'était une bonne histoire. Puis Rogue One, c'était excellent. Puis j'ai rien à dire contre ça. T'sais. C'est des bons films. Est-ce que c'est des bons Star Wars en entièreté par rapport au contexte initial, toute l'histoire? Peut-être pas parfait, mais moi, je suis pas pour toi. Satisfait? Ben, en tant que fan de Star Wars, mettons, je porte mon chapeau de fan de Star Wars orthodoxe. Ouais. Les nouveaux Star Wars sont bof. OK. Mais en tant que, mettons que je flush tout ce que je connais de Star Wars, puis que je repars à zéro, là, avec une mentalité tout fraîche de quelqu'un qui connaît pas l'univers de Star Wars, c'est des bons films. Ouais. C'est juste qu'ils ont un peu fait table rase, puis sont revenus avec des nouveaux personnages, puis ils ont mis les personnages légendaires, entre guillemets. Ouais, là, ils ont ramené dans l'histoire, ils ont fait un mapping avec. Là, ben, c'est ça, ils les ont laissés un peu de côté, puis là, ils ont essayé de recopier des nouveaux. Ils ont pris des nouveaux personnages, puis ils ont essayé des calquer par-dessus les archétypes des légendes de Star Wars qui existaient déjà. Fait que c'est un peu décevant pour les fans finis de Star Wars, mais d'un point de vue strictement business, là, c'est une bonne décision d'affaires, entre guillemets. Mm-hmm. C'est un peu crève-cœur de parler d'un classique Star Wars comme étant une business, puis de parler de stratégie d'affaires par rapport à ça, mais Disney, c'est une bonne job qu'ils ont faite. Ils vont renouveler leur clientèle, ils vont relancer un peu. La série, ça a l'air que c'est vraiment très bon. Là. Je l'ai pas encore écouté. Là, non, je l'ai pas encore écouté. Mais... Ouais. Puis j'aime ça que ça prenne la forme d'une série, parce que c'est tellement riche, l'histoire de Star Wars, que c'est mieux. Puis Clone Wars aussi, là. Oui. Ben, c'est pas un dessin animé, celle-là. C'est une histoire qui est tellement riche que de faire des films de 1h30, 2h, 2h30, tu manques. Ben, c'est ça, tu sais, t'as pas le temps d'exploiter toute la richesse de l'univers de Star Wars dans une série de 3 films. Ouais. C'est une des critiques d'ailleurs qu'il y a de la trilogie, de la dernière trilogie. Mais avec une série, t'as le temps de beaucoup plus exploiter la richesse de l'univers. Puis l'univers de Star Wars est tellement riche qu'il y a plein de choses à exploiter là-dedans. Là. Ouais. Fait que sur ce coude, sur Star Wars, puis je disais Dark Plagueis. Si vous lisez le livre Dark Plagueis, re-regardez l'épisode 8 re-regardez l'épisode 7 et 8 de Star Wars. Vous allez peut-être... j'en dis pas plus. Suspense. OK. Je fais référence au personnage Snoke. Pour pas, c'est ça que je me doutais aussi. Là. C'est ça que j'avais fait dans ma tête. Là. Lisez le livre Plagueis, puis re-regardez Star Wars 7-8, puis portez attention au personnage Snoke. De Snoke, puis c'est ça. OK. Lisez le livre comme il faut, puis en tout cas, il en parle pas, mais les vrais fans de Star Wars, il y a des liens à faire pour les vrais fans de Star Wars. OK. Enfin, je le lise. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils... C'est wise, sont wise Disney, tu sais, ils reprennent des... ils font des genres de shoot-out, ils font des petits clins d'œil à certaines choses que juste les fans de Star Wars peuvent comprendre. Pour leur donner de quoi, mais ils ont quand même une nouvelle histoire, un nouveau... Mais ils emmerdent pas les profanes avec des trucs qu'ils peuvent pas comprendre. Fait que les vrais fans finis de Star Wars peuvent comprendre certains insides. Puis les profanes dans l'univers de Star Wars comprennent pas, mais ils n'ont pas besoin de comprendre. C'est ça qui est brillant. L'histoire se tient, puis t'as pas besoin d'être un fan de Star Wars pour comprendre certaines choses. C'est un bel exemple justement de réussir à aller les fans avec les fans finis, puis les gens qui connaissent moins ça, puis de réussir à atteindre une zone qui est quand même vraiment intéressante pour tout le monde. C'est sûr qu'il y en a des déçus, là, c'est une discussion normale pareil, ça marre, mais je trouve la moyenne est assez large. Ils vont en chercher beaucoup de monde, là, je trouve. Là. Oui.
Moi je trouve ça très correct. Ça reste une business comme une autre. Là. Ils Oui. sont là aussi pour faire de l'argent, là, ils apprennent ça. Là, mais Oui. Disney est là pour faire du bidou. Mais oui. Puis il faut se dire aussi que les fans finis de Star Wars, ça représente comme masse. Dans toute la masse de clients, ça représente quoi? 2-3%? Je veux dire. Mais pas beaucoup. Tu sais, il faut redescendre. C'est ça, faut redescendre les 2 pieds sur terre aussi. Tout le monde a monté au barista. En tout cas, c'était. Au barricade? Barricade, ça, je cherchais. C'est ça. J'ai encore scrapé une expression, c'est mon classique. Donc, faut pas se prendre pour le centre de l'univers non plus parce qu'on est des fans de Star Wars. Il faut accepter qu'il y a d'autres mondes qui sont pas nécessairement fans, qui veulent profiter d'un bon film. Bon, c'est ça. Ouais. Voilà. Faut être tolérant. Ça, on a fait le tour. On a-tu fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Hey, merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment Merci de m'avoir invité. En espérant se recroiser dans le futur chez Humanio. Oui, certainement. Dans le futur chez Humanio. Ah ouais? Ben, Okay. Écoute, ça se peut que Jean m'a demandé de voir si je peux pas vous aider un peu aussi. Là. Ah ben écoute. Mais moi, je suis un expert en NLP, ça a l'air, là. C'est ce qu'on me dit. Là. Ouais? Ben, je fais du NLP, fait que je commence à être expert, I guess. Là. Ben, tout le monde qui fait du NLP, ça court pas les rues. Là. Si tu vas cogner chez ton voisin, ça me surprendrait qu'il soit un expert en NLP. Tu sais, je serais vraiment surpris aussi. Là. Si t'en fais moindrement un peu, t'es potentiellement un expert. Puis comme je dis, fais un petit peu d'un NLP, puis apprends à faire du clean code, clean. Là. Ouais. Puis tu vas devenir un expert, tu vas l'être un expert. Mais, tu sais, en tout cas, Clean Code, moi, je suis 1000% vendu sur Clean Code. Là. Je pense que moi, je suis un fervent défendeur d'écrire du code de qualité. Là. Mais des fois, peut-être un petit peu trop, genre, c'est juste de trouver la zone. Je suis le genre de personne qui aime vraiment le logiciel puis le Clean Code. Fait que, j'en fais beaucoup. On fait d'ailleurs, justement, je suis pifurque là un peu, là, mais Nicolas, moi, puis Mathieu Godbout, on fait d'ailleurs justement, on soumet un paper là-dessus avec un workshop, une conférence, puis on va faire des séminaires, puis ramener ça que finalement, c'est plus axé sur la recherche quand même, mais je pense qu'il y a un take-home vraiment intéressant, c'est quand même pour l'entreprise de finalement dire comment je peux partir, lancer un projet, puis c'est quoi les do's and don'ts à faire, puis c'est quoi qui est important à se dire, puis que les choses que, genre, je devrais mettre de la considération d'autres qui sont peut-être moins importantes, tu sais. Genre, ça passe par, mettons, nous autres, ça, c'est plus recherche, mais tu sais, tu fais ton développement, puis t'arrives à la fin, faut que tu aies un Docker pour être capable de lancer ton expérience, puis que tu sois complètement hermétique de où est-ce que t'es, tu sais. Puis c'est souvent pas ça qui est présent en académique. Mais je pense qu'en faisant ça rapproche un peu plus l'académique de l'entreprise de dire, ben moi, à la fin, je vais être capable de reproduire qu'est-ce que tu fais. Fait qu'on est capable d'avoir un code qui est plus lisible, plus reproductif, puis tranquillement, le pont, je pense qu'il va être plus facile entre les deux. Du moins, à l'étape que je suis, c'est ma vision et mon espoir. Ouais, ça manque dans le milieu académique, ça. Des profs qui sont vraiment axés sur production, pipeline de prod. C'est sûr que mettre en production, c'est plus difficile pour l'académique à un certain point parce qu'il n'y a pas de concern. Mais là, tranquillement, nous autres, ce qu'on essaie de proposer puis d'emmener les gens, c'est de dire, OK, tu as une pipeline, quelque chose, il y a un plus-value d'aller chercher un Docker, c'est de pouvoir le prendre puis de le mettre sur des supercomputers facilement. Demain, let's go. Fait que là, tu les rentres tranquillement dans ce paradigme-là, puis après ça, t'es comme, on aimerait ça le mettre en prod. Mais j'ai déjà un Docker, on peut le pogner, on peut le tester. Fait que tranquillement, tu rapproches de l'univers sans dire casser tout puis aller vers là. Puis on dit pas faire un Docker tout au début. Développe ton code, fais ta recherche, fais tes affaires, puis à la fin, fais juste mapper ton code comme il faut avec ton article. Prends ça, mets ça dans un Docker, c'est pas un gros overhead. Nous autres, ça a pris 1 heure gros max, c'était fini. Puis on l'a pogné, puis on peut le lancer n'importe quel ordi. Puis on reproduit le résultat à 100%. Ouais, ou faire des API REST. Ça, c'est pas pire aussi, parce que là, tu maintiens un environnement, puis là, exactement. le client call l'environnement. Il faut l'environnement pour le maintenir, finalement. Fait que le Docker permet d'accomplir ça assez facilement. Oui, quand même. Exact. Mais finalement, le pont vers l'API REST, après ça, n'est pas très gros. Tu sais que, surtout si tu sais que ton code est indépendant de l'ordi que t'es. Puis ça, c'est déjà un gros plus-value pour la recherche. Parce qu'on en a, comme je disais au début, on en a pogné là, que c'était pas ça pantoute. Puis finalement, t'es capable, tout est capable de setter, puis là, tu peux le mettre sur n'importe quel ordi, puis ton writing, c'est pas genre /home/ mon ordinateur, tu sais. C'est autre chose. Là. Mais en tout cas, ce sera pour peut-être une autre discussion. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Pas de problème.